Le compte à rebours de la fin du monde a commencé. 02-10. Tout le monde a reçu une alerte sur son téléphone, prévenant d'un désastre imminent. Alors que le monde était attaqué par des monstres, notre héros, Ho Young-lee, restait tranquille. Dans la rue, il trouve une monstre coincée dans un piège à ours. « Aide-moi, Léon !» Il hésite à l'aider, mais finit par la libérer, en échange d'une mystérieuse pilule orange. Alors qu'il se demande s'il doit la prendre, une explosion secoue la ville et une tour géante surgit du sol. Comme c'était la fin du monde, il avale la pilule. Une énergie l'enveloppe et des écrans systèmes lui annoncent qu'il a obtenu le statut de sage. Un livre apparaît avec un avertissement. Il a 15 jours pour se préparer avant l'ouverture des portes de l'apocalypse. Il passe ce temps à s'entraîner, attendant le moment fatidique. Le jour de l'ouverture, il est jeté dans une forêt avec une épée émoussée. Le tutoriel commence et sa classe est épéiste. Le tutoriel semblait simple, survivre 1 heure ou trouver la sortie. Mais le guide lui dit la vérité. Tuez autant de monstres que possible et ne fuyez pas. Ho Young écoute. Dès le début, un raton laveur licorne très mignon apparaît. Il pensait que ce serait facile, jusqu'à ce que la bête sorte ses griffes et fonce sur lui. Grâce à son entraînement, il tranche la créature en 2 avec une compétence. Il parvient à l'achever, mais l'attaque a consommé trop de PM. Il élimine le reste des ratons laveurs sans utiliser d'autres compétences. Après avoir vaincu tant de créatures, il atteint le niveau 2, mais une alerte indique que son niveau a été réinitialisé. Il reste pétrifié, sans comprendre pourquoi. C'est un malus lié au statut de sage. Ce guide surpuissant ralentit sa progression par rapport aux autres. Ho Young est sous le choc, mais en voyant que ses points de statistiques sont intacts, il comprend que ce n'est pas une punition, mais un bug du système. Alors que les autres montaient en niveau, lui restait bloqué au niveau 1, investissant tout en sensibilité. Pas le build classique, mais le plus cheaté du moment. Avec cette stat, il trouve les monstres plus vite et gagne plus de points. Le boss du tuto était un raton laveur licorne géant, bien plus rapide et fort. Je suis une flèche. Ho Young attend le moment parfait et lance une compétence pour le trancher en 2, finissant le tutoriel. Soudain, il est téléporté dans le hall de la tour avec 24 autres survivants. C'est le chaos total. Tout le monde veut juste rentrer chez soi. Un lapin en costume nommé Sniffles se présente comme le boss des étages inférieurs. Ho Young demande direct comment sortir de là. Sniffles explique que les 25 joueurs doivent coopérer pour gravir les étages. Le monde entier a été aspiré dans des tours comme celle-ci. Même en haut, rien ne garantit le retour. Mais refuser de grimper, c'est la mort assurée. Sniffles fait une demande folle. Quelqu'un veut-il le tuer pour qu'il rentre chez lui? La confusion règne, mais un type confiant se porte volontaire. À la première attaque, le lapin mignon réplique d'un coup de poing qui décapite le gars. Sniffles se transforme en un genre de kangourou musclé. Tout le monde est sous le choc. Le guide envoie un message à Ho Young. Aide Sniffles à rentrer chez lui. Le problème, c'est que notre héros est mort de trouille. Sans choix, Ho Young active une compétence du guide. En observant Sniffles, il voit ses vraies stats et un détail le frappe. Il lève la main et accepte. Le guide disait vrai. Sniffles le regarde et remarque qu'il n'est toujours que niveau 1. Le héros répond que le niveau importe peu quand on veut bien faire. Sniffles sourit cruellement. Il écarte les bras, prêt à recevoir le coup fatal, et lui dit de l'envoyer chez lui. La fille blonde tente de l'en empêcher. C'est beaucoup trop dangereux. Ils viennent de voir quelqu'un mourir. D'autres interviennent, disant qu'un niveau 1 ne peut pas défier un monstre niveau 55, mais il les calme. Il a un plan. La blonde est perdue. Il lui dit de bien regarder, puis il dégaine son épée. Sniffles se transforme en bête et charge. Son poing va frapper, mais un détail frappe soudain le protagoniste. Il y a 25 personnes ici, mais Sniffles a dit que 24 joueurs avaient été placés. Ce n'était pas un hasard. Exhiber son niveau 55 était une mise en scène. Le poing traverse la tête du héros, tout le monde est sous le choc. Le compte était juste, le protagoniste se glisse sur le côté et le frappe. Le corps du mort brille, et un message système apparaît. Hologramme créé par Sniffles. Puis il s'efface. Sniffles brille à son tour et félicite le protagoniste d'avoir compris. Sa vraie fenêtre de statut montre que la bête était un hologramme qui se brise au contact. Sniffles dit que la chance favorise les braves, puis disparaît. Une orbe bleue tombe au sol avec l'inscription « Point de stat ». Soulagé, les autres demandent si c'était faux pendant qu'il ramasse l'orbe. On lui demande comment il a deviné. Il ne peut pas parler du système. Alors, il invente une excuse. Le sang du mort aurait dû éclabousser la blonde, mais il l'a traversée.
C'est là qu'il a compris la supercherie. Alors qu'il tient l'orbe, Seiyo, le roux, s'approche et dit que ce serait du gâchis de l'utiliser. Il prétend que le héros a eu de la chance et qu'il aurait fait pareil. Étant niveau 4, il se sent supérieur à ce niveau 1. Le protagoniste demande ce qu'il veut dire. Seiyo répond que s'il est encore niveau 1 après le tutoriel, c'est qu'il a fui les ratons laveurs au lieu de se battre. Comme il va mourir, il devrait lui donner l'objet pour le bien de tous. Le protagoniste se demande ce qui ne va pas chez lui, l'ignore et écrase l'orbe devant lui pour gagner le point de stat. Il n'a pas l'habitude de donner ses affaires. Seiyo s'approche avec un regard fou, le traitant d'égoïste et de déchet. Le protagoniste sait qu'il est plus fort, mais ce genre d'individu est à éviter. Pourtant, il ne pourra pas l'éviter longtemps. Un son retentit et une voix annonce les premières récompenses en or pour tout le monde. L'or se dépense en boutique selon le nombre de monstres tués au tutoriel. La récompense maximale est de 7400 pièces d'or. Xiaobei regrette de ne pas avoir tué plus de monstres. Choseong ignore qui a gagné, mais 7400, c'est énorme. Il en a eu 1500 et Xiaobei 1300. Bien sûr, c'est le protagoniste qui a le plus gagné, mais il ne l'admettra jamais. Les gens sont déjà jaloux pour un point de stat. Alors avec autant d'or, ce serait pire. Le système propose 3 choix. Objet, compétence ou attribut. Le protagoniste décide de monter ses stats à 20, puis d'améliorer son épée. Il finit par dépenser un peu d'or pour des vêtements. Il ne peut pas rester en tenue de sport. Au même moment, le faux Egero se plaint du prix des améliorations de compétences. La blonde s'approche et demande de l'aide, voyant qu'il sait ce qu'il fait. Il l'observe et demande si elle veut vraiment les conseils d'un niveau 1. Elle répond que son niveau importe peu. C'est son courage face au gardien qui l'a impressionné. Elle n'est que niveau 3 et ses stats sont faibles. Via sa fenêtre de sage, il vérifie ses stats et demande combien d'or elle possède. Elle dit 800. Il confirme qu'elle dit vrai, mais garde son secret. Il lui demande alors si elle aime faire du sport. Elle demande si la marche compte. Il en déduit que son endurance est faible. Elle confirme, alors il lui conseille d'investir là-dedans. Les objets ne dureront pas. Aussitôt dit, la voix revient et annonce le début de la mission du premier étage. Ils doivent former des groupes de 3. Les autres seront assignés au hasard. Ils ont 30 minutes. Il ne pensait pas à une mission d'équipe si vite. Zhu Xiang propose de révéler les classes. Tout le monde accepte. La blonde veut faire équipe avec lui. Il accepte la soigneuse, mais personne d'autre ne veut se joindre à eux. Un épéiste niveau 1 n'attire personne. Les joueurs de niveau 4 forment leur groupe, très confiants. Il ne reste que le héros, la blonde et un autre. Les 30 minutes écoulées, ils sont téléportés. Son équipe est composée de la blonde et du faux Ijiro. Il râle d'être avec les deux plus faibles, mais c'est ainsi. Travailler avec lui semble impossible, mais ils doivent survivre. La mission ? Éliminer une tribu de kobolds en 12 heures. Le faux Ijiro veut agir seul, mais le héros rappelle que c'est une mission d'équipe. Il lui ordonne de se taire. Le héros préfère attendre de voir. Le faux Ijiro le traite de lâche, le héros joue le jeu et le remercie. Inutile de se disputer. La blonde craint que la mission ne tourne mal. Le faux Ijiro avance, agacé par les insectes. C'est une forêt, c'est normal. Quel idiot, la blonde demande si les kobolds sont forts. Le héros dit qu'ils sont coriaces mais gérables. Il lui conseille de rester vigilante. C'est la tour de l'apocalypse. Ils aperçoivent un kobold. Il est massif, plus costaud qu'un bodybuilder professionnel. Le protagoniste réalise qu'il est bien plus fort que les ratons. Caché, la blonde lui demande quoi faire. Il veut d'abord repérer les lieux, mais le faux Ijiro l'interrompt. Il traite le MC de lâche, fonce sur le kobold et le frappe, disant que c'est pour ça qu'il est niveau 1. Le coup est puissant, il croit le monstre fini, mais la poussière retombe, le kobold a à peine bougé. Ses yeux virent au rouge, il grogne. Il est coriace, et le faux Ijiro s'excite encore plus. Il enchaîne les coups sans aucune stratégie. La blonde le soigne, et le MC est soulagé qu'aucun autre kobold ne soit là. Le faux Ijiro est fort, avec les soins, il peut gagner. Pourtant, quelque chose cloche. Sa force est élevée, mais ses coups sont inefficaces. Les kobolds ont peut-être un point faible. Une fenêtre système s'ouvre, lui offrant un guide. Les kobolds sont passifs et n'attaquent que s'ils sont provoqués. Le faux Ejiro a cherché la bagarre pour rien, mais il fallait bien en tuer pour obtenir des infos. Un détail attire son attention. Le faux Ejiro frappe un arbre en hurlant, et l'arbre s'effondre sur un autre kobold. C'est un niveau 6. Le second kobold entre en scène et commence à submerger le faux Ejiro. Il se fait massacrer et s'étonne de l'absence du MC. Il regarde autour, le MC a disparu.
Il s'est vraiment enfui? Le kobold s'apprête à l'achever, la blonde intervient mais trébuche et tombe. Le kobold se tourne vers elle. Un objet tombe sur son dos, une lame fend le fruit au-dessus, et le MC surgit avec sa technique. Le jus du fruit explose sur le kobold et le désintègre. Le système annonce la défaite du niveau 6. La blonde le regarde, les larmes aux yeux. Il savait que ces fruits étaient spéciaux. Les insectes évitaient ces fruits. Il en sort un de son inventaire, le système confirme. Les kobolds craignent le poison. Il a trouvé la clé pour finir le premier étage. Il demande si Izul va bien. Il ne pensait pas qu'elle interviendrait. C'était risqué. Elle le remercie. Le faux Ijiro, furieux, exige de savoir où il était passé. Avant qu'il ne réponde, il l'insulte, le traitant de lâche qui attend que le monstre soit affaibli. Il prétend être supérieur car son niveau est plus élevé. Il ne comprend rien à la situation. Xiaobain est pourtant célèbre pour sa force. Un kobold ne devrait pas lui poser problème. Pourtant, il se fait battre. Pendant ce temps, les deux autres utilisent le poison avec une facilité déconcertante. Seokan les regarde, stupéfait. Un kobold le frappe en pleine tête, il en pleure. Deux kobolds le rouent de coups. En pleurs, il se recroqueville pour se protéger. Soudain, les coups cessent. Il lève les yeux et les kobolds explosent. Le calvaire de Sokaun s'arrête. Le protagoniste lui tend la main, il l'a sauvé. Seiyuan fond en larmes, reconnaissant. Il change d'attitude et le supplie d'être son chef. Le protagoniste et le faux Aejiro sont sous le choc. La mission est enfin terminée. Le protagoniste a découvert la faiblesse des kobolds, facilitant la mission. Il a ainsi gagné le respect et l'admiration du faux Aegiro. Seiyuan est effondré, réalisant qu'il a renié ses principes. Il s'est humilié en s'inclinant devant le protagoniste pour le servir. Il ne peut croire qu'il a appelé un joueur de niveau 2 son chef, alors qu'il est niveau 8. Le plus fou, c'est qu'il maintient sa parole. Le protagoniste est si mal à l'aise qu'il veut fuir. Aucune autre équipe n'est encore revenue dans le hall de la tour. Son groupe est arrivé premier grâce à la faiblesse du kobold. La blonde affirme que ce n'était pas de la chance. Il a vu le fruit empoisonné grâce à son attention. Il minimise son rôle, se sentant imposteur, alors que d'autres portails s'ouvrent. Les équipes de Junsong et Juno reviennent, ayant aussi trouvé la faille. Le protagoniste espère que tous reviendront, mais les pertes apparaissent. Une équipe revient incomplète. La voix annonce que tous les groupes sont de retour de mission. La blonde supplie d'attendre. Certains ne sont pas revenus. 8 joueurs manquent à l'appel. Ce chiffre choque le protagoniste. Il savait la mission difficile, mais pas mortelle. Si un tiers est mort ici, combien d'autres ont péri dans les autres tours? La voix annonce les récompenses. Les groupes complets et la première équipe arrivée reçoivent 1000 pièces. Le groupe gagne 2000 pièces chacun. C'est moins que le tutoriel, mais l'or est vital pour survivre dans cette tour. Les autres demandent qui est arrivé en premier. Le protagoniste sait qu'il ne pourra pas le cacher longtemps. Le groupe de Jangsong les a vus arriver. Il s'apprête à parler quand Seiyung l'interrompt. Il s'avance, se donnant des airs de chef. Les autres peinent à croire qu'ils sont arrivés premiers. Le faux Ijiro cherche la bagarre, demandant si ça pose un problème. Le protagoniste se souvient de la réalité. Seiyum a dû oublier la raclée des kobolds. Au moins, on ne fait plus attention aux héros. Le souci, c'est qu'il passe pour un poids mort, ayant touché 2000 pièces d'or sans rien faire. On le traite de parasite. Les murmures continuent. Izal tente de leur expliquer que c'est lui qui a tout changé, mais il l'ignore. Il la coupe, disant que ça ne sert à rien. Ils ne croiront pas ses paroles. Il devra le prouver. Junsong demande à tout le monde de se calmer et de se réjouir d'être en vie. Les survivants doivent avancer, et il est l'un des plus hauts niveaux. Juno tente de remonter le moral des troupes. Ils doivent continuer pour ceux qui sont tombés. L'ambiance s'allège, mais soudain, un événement étrange survient. Les torches du hall changent d'aspect. Leurs flammes bleues virent au rouge. La panique s'installe. La voix annonce que le taux de survie de la zone C25C de 67 est bien trop bas. Une mission de pénalité va commencer. La mission de la mort débute maintenant. Chaque joueur doit voter secrètement pour un candidat. Celui qui aura le plus de voix sera envoyé à la mort. Tout le monde comprend alors ce que cela signifie. Être choisi équivaut à une condamnation. Si quelqu'un refuse de voter, son vote lui est attribué. Ils n'ont que 5 minutes. La tension monte. Ils savent qu'un choix est nécessaire, mais personne ne veut être celui qui désigne une victime. ICL propose une faille. Si tout le monde vote pour soi, c'est l'égalité, personne ne part. Mais quelqu'un craint que ça ne les envoie tous. Le temps presse.
Il faut choisir. Soudain, quelqu'un désigne le protagoniste. Juno le regarde, consciente de la cruauté. Il s'approche, s'excuse et dit qu'ils doivent voter pour lui. Il s'y attendait, mais ça ne change rien. Il ne veut pas mourir non plus. ICL insiste sur le vote personnel, mais il l'arrête. Ça ne marchera pas. Rien ne prouve que c'est sûr. Il pourrait tout s'y passer et la confiance est brisée. Les secondes défilent, les votes s'accumulent, même Juno le choisit. Il sait qu'il le sacrifie car c'est le plus facile. Dans cet apocalypse, protéger les faibles ne compte plus. ICL les traite d'horribles pour forcer un innocent. Mais personne ne voit d'autre issue, et leur vraie nature ressort. Un joueur dit qu'un faible ne survivrait pas. À la dernière seconde, le faux rebelle s'excuse, sourit et vote contre lui. Un rappel brutal. C'était bien l'apocalypse. Le vote est clos. Le portail vers la mission suicide va s'ouvrir. La blonde est sous le choc. Le faux rebelle, lui, rit comme un dément. Il dit que si son chef disparaît, tout l'arrange, se qualifiant de génie. Le sacrifice est fait, l'hôtel est prêt. Le protagoniste passe devant le groupe. Certains ont l'air coupables, d'autres soulagés, mais personne ne croise son regard. Mais ce qui l'attend n'est pas la mort. Une fenêtre de guide stratégique apparaît. Il est recommandé de rejoindre la mission suicide. Ses chances de réussite sont élevées et la récompense en vaut la peine. Dans le hall, tous se sentent coupables d'avoir envoyé le protagoniste à la mort. Ejivol demande discrètement à Seyon s'il va bien. Junsong s'approche, l'air triste. Il dit que le protagoniste était fiable lors de la première mission et que c'est cruel de le perdre. Tout le monde joue les hypocrites. Puis, l'imitateur de Yujiro dit qu'il s'en fiche complètement. Il dit qu'il l'a bien mérité. Junsong lui demande immédiatement ce qu'il veut dire. Le faux Yujiro prétend que le protagoniste était faible et qu'il a volé la récompense. Izel réplique qu'il a tort. C'est grâce au protagoniste qu'ils ont réussi. Egeo s'énerve, disant qu'il a juste eu de la chance et lui a volé son élimination. Elle lui rappelle que le protagoniste l'a sauvé des kobolds. Egeo reste sans voix. Il se demande comment il a fait. Se pourrait-il qu'il cache son vrai niveau? Pourtant, il est impossible qu'il ait survécu, non? Jeonsung espère que le protagoniste est aussi spécial qu'Isol le prétend. S'il l'est, peut-être reviendra-t-il vivant. Isol se souvient qu'il devait prouver sa force. En essuyant ses larmes, elle dit qu'elle croit en lui et qu'il reviendra. Jeonsung acquiesce avec un sourire. Pourtant, ce type a tout du futur méchant. Le MC revient au village des kobolds, visité avec Isol et Sem. L'endroit est vide et inquiétant, mais il est content d'avoir cette mission. Il comptait voter pour lui-même. Les autres l'ont juste devancé. À son retour, il aura une explication avec l'imitateur d'Ejiro. Il a voté contre lui sans raison, alors que le résultat était déjà acquis. Le système annonce le retour des chasseurs kobolds. La mission mortelle commence. Il doit vaincre les chasseurs enragés et leur chef. Le chef est niveau 12, un vrai test. Le système précise qu'ils sont vulnérables au poison. Il écrase un fruit toxique, enduit son épée et se prépare. Un boss niveau 12 entouré de sbires effraierait n'importe qui, mais pas lui. Il évite la lance du premier kobold et abat les 3 chasseurs d'un seul coup. Il ne reste que le chef. Le MC veut tester la difficulté de cette mission. Le chef semble bien plus redoutable que les kobolds ordinaires. Il charge et frappe, mais le chef bloque avec ses 2 épées. Le protagoniste comprend tout de suite que celui-ci est différent. Le monstre possède des compétences, puis il fait volte-face et s'enfuit. Stupéfait, le protagoniste se lance à sa poursuite. Il entaille le dos du monstre, le poison commence à agir. On dirait que la mission touche déjà à sa fin. Le combat semble trop facile, ce qui agace le MC. Serait-ce un nouveau Saitama, terrassant tout sans le moindre effort? Il frappe à nouveau, mais le son est différent. Sa lame ne pénètre pas. Le chef lève la tête. Le protagoniste regarde en haut et voit la lune devenir rouge. L'œil du chef brille. Un coup brutal déchire l'épaule du protagoniste si vite qu'il ne réalise même pas avoir été touché. Dans le hall, le faux Yogiro sourit. Il prétend pouvoir tous mener au bout de la tour, mais personne ne l'écoute. Il insiste, disant que c'est une mission suicide. Prier pour un mort est inutile. Il aurait raison s'il disait vrai. La blonde lui ordonne de se taire. Elle dit que même ici, il faut garder un minimum de décence. Iseyol demande comment il osera regarder le héros en face. Il répond qu'il sera déjà mort. La dispute continue jusqu'à l'ouverture du portail. Tout le monde se tourne, le héros est de retour. Jinsong est sous le choc. Junho est soulagé. Le héros sort, la poitrine en sang. Il sourit et dit « Je suis de retour ». Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Une fenêtre s'affiche.
Les yeux rouges du chef kobold indiquent une hausse de stats, il doit rester vigilant. Le héros avait déjà été touché à la poitrine et perdait beaucoup de sang. Il en crachait même. La blessure était grave. Ses PV étaient tombés sous la moitié et il s'affaiblissait rapidement. Le poison agissait, mais trop lentement. Pour gagner, il lui fallait porter un coup décisif. Le kobold charge avec la force d'un taureau. Il frappe, mais le héros esquive au dernier moment. Le coup est si puissant qu'il brise l'arbre derrière lui. C'est là qu'il comprend. Une épée ne tranche pas toujours, mais elle peut percer comme un clou. Il ne pensait qu'à trancher, mais il peut faire plus. Pour réussir, il doit utiliser la vitesse du chef. Il charge avec une telle force qu'il fait trembler le sol. Il frappe avec ses deux épées, mais le héros répond par une estocade qui transperce l'épaule du kobold et l'abat. Le système annonce une nouvelle compétence. Estocade. Il vient de réussir la mission mortelle. La blonde accourt, folle de joie, disant qu'elle savait qu'il y arriverait. Mais quelqu'un la pousse violemment contre le mur. En se retournant, il voit le faux Ejiro qui se jette dans ses bras. Très ému, il crie qu'il a toujours cru en lui et l'appelle à nouveau patron. Quel ami fidèle. Une mission mortelle ne peut tuer le grand Oyong, dit le faux Ejiro. Le héros veut le frapper, mais d'autres arrivent pour demander s'il a vraiment réussi. Des joueurs de bas niveau se réjouissent qu'il soit en vie. Mais s'il a réussi seul, il devrait avoir gagné énormément d'expérience, non? Pourquoi son niveau est-il si bas? Les rumeurs reprennent, certains pensent que la mission n'était qu'une illusion comme pour le lapin. Il pensait s'y être habitué, mais les gens veulent que les faibles le restent. Cela lui rappelle son enfance, quand on l'accusait de tricher pour être premier de classe. Pour eux, un orphelin sans tuteur ne pouvait pas être premier. Le monde refuse de laisser les plus bas s'élever. Ils disent qu'il s'est caché jusqu'à la fin du chrono. Ils sont toujours prêts à écraser les faibles pour grimper. Il le savait déjà. Ses préjugés ne disparaissent pas en un jour, mais il sait ce qu'il doit faire. La blonde prend sa défense et demande pourquoi il doute encore de Oh Young. Survivre à une mission mortelle n'est-il pas une preuve suffisante? Le faux Ejiro intervient et crie qu'elle a raison. C'est un moment de fête, pas de critique. Il est revenu vivant, pourquoi gâcher ça? Il dit tout ça avec une pose ridicule, impossible de le prendre au sérieux. Le héros est tout de même reconnaissant. Ils doivent s'unir pour atteindre le sommet de la tour, il doit donc gagner leur confiance. Il attire l'attention et dit avoir quelque chose à montrer. Il sort l'épée du chef kobold et tout le monde est stupéfait. C'est l'épée indomptable. Elle booste l'attaque de 15%. Jing Song s'approche, surpris qu'il ait récupéré les pommes empoisonnées, et dit que Oh Young est impressionnant. Le protagoniste invoque la chance, mais Jing Song insiste. Cette arme est vitale pour la survie de tous dans la tour. Le protagoniste sourit en coin et leur rappelle une chose. Ils ont tous voté pour sa mort. Jun-Ho se mord la lèvre et admet qu'il a raison. Il tente d'expliquer qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils ont été égoïstes. Sachant que le plus faible était la cible facile, Jun-Ho a voté pour Ho Young pour survivre. En pleurs, il s'excuse et se dit heureux qu'il soit en vie. Le protagoniste va-t-il profiter de l'instant pour trancher la tête de Jun-Ho? Un autre joueur dit que ça va trop loin. Il fallait choisir quelqu'un, et avec cet objet rare, il faut passer à autre chose. Jun-Ho demande si elle n'a aucun remords, mais elle rétorque qu'il a voté le premier. Le protagoniste coupe court, il ne dit pas ça pour les humilier, mais pour que cela ne se reproduise plus. Lors du vote, ils auraient dû réaliser que la tour cherchait à les monter les uns contre les autres. C'est son but. Les pousser à se méfier, à se battre et à s'entretuer pour son amusement. Sa survie prouve qu'ils peuvent résister au plan de la tour s'ils font le bon choix. Zhang Baoz demande s'il a un plan, et Hoi dit qu'ils doivent grimper en cherchant un moyen de survivre tous ensemble. Au sommet, ils pourront peut-être rentrer. La blonde dit que seule la coopération permettra d'y arriver. Zheng Bao, ému, trouve Oh Young admirable de pardonner à ceux qui ont voulu le tuer. Il admet qu'il n'aurait pas dû le juger sur son niveau, mais alors que l'espoir renaît, devinez qui arrive pour tout gâcher. Eh oui, Sniffles est de retour, et il annonce que la prochaine mission est un jeu de survie. Le protagoniste comprend vite. Au deuxième étage, les 16 joueurs vont s'affronter dans un Battle Royale. Sniffle leur dit de ne pas paniquer, ce sera moins brutal au début. Puis il explique les règles. 16 joueurs et 16 doubles, soit 32 participants. Pour réussir, il faut tuer tous les doubles. Ça a l'air simple, non? Pas vraiment, car les copies ont les mêmes stats et souvenirs. Les repérer sera dur. Voici la troisième règle. Tuer un double ne rapporte rien, mais tuer un autre joueur donne des points de compétence et de l'or. Le deuxième étage est une tentation. Sniffle les pousse à s'entretuer. Il claque des doigts. Si personne ne meurt en 30 minutes,
Tous retourneront au lobby pour affronter une catastrophe. La foudre tombe et un portail s'ouvre. Une main géante en sort, suivie d'un monstre au niveau illisible. Fin du chapitre. Que va faire Ho-Young? Tous dans la tour ont compris qu'ils étaient en danger s'ils ne finissaient pas la mission du deuxième étage, selon les règles du gardien. Les règles sont simples. 16 joueurs et 16 copies identiques, partageant leurs traits et souvenirs. Tuer les 16 doubles ne rapporte rien. Tuer des joueurs, si. Si personne ne meurt en 30 minutes, tous retournent au lobby face au monstre géant invoqué par Sniffles. Le protagoniste esquive l'attaque et sauve la blonde et Jungkook, mais le monstre frappe à nouveau. Tous sont stupéfaits par sa puissance. Terrifiés, ils ne peuvent que trembler et hurler. Le monstre se tourne vers un autre joueur. Ho-Young réagit vite et sauve la personne. Il demande à Sniffles pourquoi cette catastrophe attaque alors que la mission n'a pas commencé. Mais Sniffles tremble de peur comme les autres. Le protagoniste se demande si c'est comme la dernière fois. Peut-être une illusion sans danger, mais le monstre écrase 3 joueurs. C'est bien réel. Les plus forts ripostent. Zhang Bao utilise sa compétence et le faux Aigero lance des pierres. Ça ne sert à rien. Le monstre ne subit aucun dégât. Sniffles veut-il tous nous éliminer avant la mission? La blonde n'a presque plus de mana. Personne n'est mort, mais elle sera bientôt à sec. Une attaque arrive, le héros hurle d'esquiver. Il tente le coup du chef kobold. Junho panique et veut le tirer, mais Ho-Young ne bouge pas. S'il ne l'arrête pas, ils sont tous morts. Il concentre sa force, vise et active la technique d'épée niveau 2, pulvérisant le monstre d'un coup. Tous l'acclament, mais il fixe son épée, sous le choc. Son épée était-elle vraiment si puissante? Ce coup était différent de celui contre le kobold. Un message système apparaît. Il a dépassé ses limites et va s'évanouir 3 minutes. Sa vision se trouble, il s'effondre. À son réveil, on l'interroge. Le système indique que l'état d'épuisement a pris fin. Il tente de comprendre. Juno, en larmes, lui dit qu'il est incroyable, fort et humble, même en s'évanouissant. Quel amateur de drame. Le héros demande ce qui est arrivé au monstre. Juno regarde derrière. Sniffles dit l'avoir renvoyé avec son air mignon. C'était un avertissement. C'est ce qu'il pensait. Sniffles demande si cet avertissement ne suffisait pas. Ils ont l'air bien vivants pour des gens qui ont frôlé la mort. Sniffles s'approche et dit que, comme quelqu'un doit mourir toutes les 30 minutes, n'importe qui pourrait se retourner contre eux. Tout le monde est sous le choc. Sniffles fait un clin d'œil, ouvre un portail et s'en va. Ho-Young n'en revient pas qu'il puisse dire ça avec autant de désinvolture. Juno demande comment identifier les doubles, et s'ils finissaient par s'entretuer. Un joueur propose un plan. Utiliser des signes secrets, mais on lui rappelle vite que les copies partagent aussi leurs souvenirs. Alors que le groupe cherche une solution, le protagoniste intervient. Il dit qu'il sait quoi faire et qu'il agira seul, sans en dire plus pour l'instant. Pourtant, on devine ses intentions. Le groupe est stupéfait, les murmures reprennent, mais Ho-Young continue. Tout le monde doit se rendre au point le plus haut du 2e étage. Si quelqu'un d'autre que lui attaque, il faut le neutraliser ensemble, car ce sera forcément une copie. Un colosse niveau 8 demande si c'est vraiment le plan. C'est un ancien soldat des forces spéciales. Il s'y connaît en survie. Une femme prend la parole. Elle admet que le MC est fort pour son niveau, mais demande pourquoi il devrait suivre une idée aussi risquée. C'est celle qui a essayé de sacrifier Juno, elle cherche les ennuis. Ho-Young rappelle ce que Sniffles a dit en expliquant la mission. Tuer un double ne rapporte rien, mais tuer un joueur donne des points d'attribut et de l'or. La tour veut pousser les joueurs à s'entretuer pour des récompenses. Il refuse de se laisser manipuler par la tour et son plan est le seul moyen de l'éviter. Cette femme ferait mieux de se taire. Elle demande pourquoi c'est le meilleur plan et Jang Song s'avance pour dire qu'il est d'accord. C'est le plus sûr pour éviter les morts inutiles. Si Ho-Young veut gérer ça seul, c'est qu'il a un moyen de distinguer les copies. Le protagoniste sourit et confirme. La mission du 2e étage commence. Une mort doit survenir toutes les 30 minutes jusqu'à ce que les 16 doubles soient éliminés. Le système affiche 16 joueurs et 16 copies. On voit le faux Yugoro se plaindre de devoir aller au point le plus haut. Il déteste suivre les ordres de Ho-Young. Soudain, il entend des pas et se cache derrière un arbre. Le héros le trouve et remarque que ses épaules dépassent. Yugoro change d'attitude, l'appelle patron et semble soulagé. Il prétend avoir cru que le héros était un double, mais ce dernier le coupe en deux d'un seul coup. Ho-Young est incroyablement fort pour trancher un tel gaillard. Le chapitre revient sur son plan. Il a décidé d'être le seul à tuer. Les doubles ne rapportent rien et lui seul peut les identifier. Il consulte le système et comprend pourquoi il les repère si facilement. Une perception élevée
offre l'instinct supérieur. C'est idéal pour distinguer les vrais des faux. Ho-Young était nerveux, mais cet indice tombe à pic. Il ignorait le seuil requis, alors il a comparé ses points. À 50 en perception, le système lui octroie l'instinct supérieur. Sa main brille d'une lueur bleue, ses 5 sens sont décuplés. Il peut désormais sentir les gens et les différencier. Ça lui coûte la moitié de son or, mais il obtient la compétence. C'est exactement ce qu'il lui faut pour cette mission. Il a l'impression de voir le monde à travers un filtre. Alors qu'il réfléchit, il entend quelqu'un marmonner. Il affine sa vision et repère le faux Ijiro qui approche. L'homme se plaint de devoir grimper au sommet. On comprend alors qu'il s'agissait d'un flashback. Je pensais qu'il l'avait tué par chance. Ho-Young réalise qu'à 500 mètres, il peut le voir et l'entendre comme s'il était juste là. Il manque d'en rire, mais une odeur infecte le frappe. Ce n'est pas le vrai faux Ijiro. En plus, sa copie dégage une aura sinistre. Un double est éliminé, il en reste 15. Dans 30 minutes, un autre devra mourir. Devant le cadavre, il se souvient de son jeu d'acteur, mais peu importe. L'essentiel est qu'il peut les distinguer. Les autres doivent suivre le plan. Jang Song a été crucial pour convaincre tout le monde de lui faire confiance. Il espère que tout ira bien pour eux. Soudain, un message système apparaît. Un joueur est mort. La mission débute à peine. Est-ce un double ou un joueur qui a tué un autre joueur? Qui est mort? Il se tend, mais impossible de savoir. Il part chasser les autres doubles. Après en avoir tué un autre, un second joueur meurt. Ho-Young grimpe à un arbre, cherchant le tueur. Il aperçoit 2 silhouettes, l'une armée d'une épée, l'autre au sol. Encore un meurtre? Il fonce et réalise que celui debout est un double. Il frappe si vite que la copie ne peut réagir. Le système annonce la mort du double, il en reste 13. Il pensait que son propre double était derrière tout ça, mais c'était quelqu'un d'autre. Au moins, cette menace est écartée. Le joueur mort n'était que niveau 4. Il s'apprête à lui rendre hommage quand un détail l'interpelle. Le double avait une épée, mais la blessure du joueur n'est pas une entaille. C'est une flèche. Non loin, Jang Song vise avec son arc. Ho-Young remarque le mouvement et se cache derrière un arbre. Le tueur n'était pas le double qu'il vient d'abattre, c'était quelqu'un d'autre. Jang Song demande qui est là et réalise que c'est le vrai Ho-Young. Il voit une flèche plantée dans son dos. Son double a dû le toucher. Ho-Young s'approche, mais Jang Song lui ordonne de s'arrêter. Il veut le croire, mais ne peut pas identifier les copies. Il transpire, arc tendu, et lui dit de rester loin. Ho-Young explique que le mort était un double. Jang Song comprend enfin et baisse son arc. Jang Song veut le prévenir de son double, mais une flèche l'atteint et il s'effondre. Ho-Young le porte tandis que Jang Song s'excuse. Il regrette d'avoir raté son tir. L'idée qu'un double tue avec son visage le hante, mais Ho-Young le rassure. Ils sont tous victimes de la tour. Quelqu'un appelle Ho-Young, Iseol et Junho arrivent vers eux. Soulagés, ils veulent soigner Jang Song. Iseol était terrifié par les morts, et Junho est sous le choc. Alors qu'Iseol s'approche, Ho-Young intervient et prévient Jang Song. Ce sont des doubles. Leurs visages changent et ils attaquent. Ho-Young affronte le double de Jang Song qui combat celui d'Iseol. Le combat fait rage. Ho-Young ne comprend pas pourquoi les doubles l'attaquent de front, surtout celle d'Iseol. Elle a ses souvenirs, elle connaît sa force. Soudain, le double d'Iseol l'attaque par derrière à l'épée. Il part le coup et esquive. Au même moment, Juno fond sur lui avec sa lame. Ho-Young évite le coup qui creuse le sol. Une flèche du double de Jang Song manque de lui trancher la gorge. Il évite le pire, mais est éraflé à la joue. Le double ricane qui l'a presque eu. Le double de Jang Song est effrayant. Le chapitre annonce une brutalité sans nom, et avec 3 doubles face à lui, le combat est devenu un 3 contre 1. Le compteur affiche 14 joueurs et 13 doubles, malgré les 3 copies devant lui, et le compte à rebours continue. Pendant ce temps, Jang Song attend sa chance derrière un arbre. En tant que pêcheur, il sait utiliser des appâts, et cette fois, c'est lui l'appât. Il a toujours été la véritable menace. Le protagoniste ne savait pas qu'il n'était pas une copie. La situation est critique. Il retire la flèche de son dos, admettant avoir trahi sa nature par excitation. Il demande au protagoniste s'il se sent trahi, rejeté ou furieux, car au final, c'était bien le vrai John. Il tremble d'excitation. Mais le protagoniste coupe court, disant qu'il attendait de voir son vrai visage, bien que ce soit pire que prévu. Jang Song répond qu'il s'attendait à être trahi. Le protagoniste réplique que ses yeux lisent les fenêtres de statues et qu'il a vu ses statistiques booster. Jang Song le trouve fascinant. Il dit que la tour doit l'aimer, avouant une pointe de jalousie. Le protagoniste demande pourquoi il fait ça.
Les récompenses valent-elles vraiment la vie des autres? Jeon-song n'a pas besoin de raison. Dans ce nouveau monde, tuer est gratifiant, alors pourquoi s'en priver? Jong-song tire une flèche. Le protagoniste se souvient du masque qu'il portait, le croyant être une simple victime piégée dans la tour. Il esquive la flèche et fonce sur lui. Jeon-song attendait juste le bon moment pour laisser libre cours à ses pulsions. C'était un tueur en série. Le protagoniste évite l'attaque du faux Jeon-ho et atterrit dans les branches. Il tranche une flèche en plein vol, mais une seconde arrive déjà sur lui. Jeon-song est incroyablement rapide. Le protagoniste se contorsionne en l'air et la flèche pulvérise l'arbre derrière lui. Jeon-song a une visée parfaite et contrôle les meilleures copies du groupe. Il était fort, combattait à distance et avait l'équipe idéale. Le protagoniste ignore comment Jeon-song contrôle ses copies, mais il s'y est préparé. Jeon-song dit que c'est normal pour une grosse prise. Le protagoniste est dur à ferrer, mais ça rend le jeu plus amusant pour lui. En léchant sa flèche, Jeon-song plaisante sur un possible poison. Il ajoute que plus il résistera, plus sa mort sera douloureuse. Il arme son arc et 2 flèches apparaissent par une compétence. Il ordonne alors au double d'attaquer le protagoniste. Tous 3 foncent. Le protagoniste active son instinct supérieur et un champ bleu se déploie au sol. Ses ennemis étaient parfaitement équilibrés. Izur niveau 7, Junyo 8 et le protagoniste niveau 2, mais avec des statistiques bien supérieures. Il tranche les 3 flèches et Juno est touché à bout portant. Iso lève la main pour le soigner, mais elle est aussitôt tranchée. Le protagoniste est déjà sous elle et lui transperce l'estomac. Sa force surpasse les 3 autres réunis. 2 doubles sont éliminés. Il reste 11 ennemis. Il s'avance vers Jeon-song, devenu livide. Il a l'air si terrifié qu'il perd tout contrôle. Son rire tremblant trahit sa peur de mourir. Réalisant la vérité, Jeon-song tombe à genoux, suppliant piteusement pour sa vie. Il pleure, avouant que les récompenses l'ont aveuglé. Il implore le pardon, prétextant vouloir devenir aussi fort que lui, mais il est allé trop loin. S'il avait été sincère, il aurait pu être pardonné, mais ce n'était pas le cas. Pourquoi? Car Jeon-song attendait qu'il s'approche pour bondir avec sa flèche. Mais avant même de finir sa phrase, sa tête tombait. Avec un sourire fou, il comprit que le protagoniste n'était pas une proie facile. Un joueur est mort. Il reste 13 joueurs et 11 doubles. Une autre mort doit survenir dans les 30 minutes. Le sang goutte de son épée. Tuer un humain l'a ébranlé. Le système annonce qu'il a tué un joueur et peut choisir la voix de l'assassin. Il pouvait reprendre la voix du joueur mort. Une aura étrange l'enveloppa et le système lui proposa de devenir assassin, promettant bonus, soutien des doubles et une récompense immense. C'était devenu un jeu de trahison. Le protagoniste allait-il se retourner contre ceux qui doutaient de lui? L'aura prit la forme d'une femme en rouge et bleu lui tendant la main. Le système demanda s'il acceptait la voix de l'assassin. Il comprit alors comment Jun-song contrôlait les doubles. Le système énuméra les récompenses liées à ce nouveau rôle. Équipement et compétences légendaires, progression rapide et traits exclusifs. La femme lui tendait toujours la main. Il était stupéfait par ces récompenses. Tuer des doubles ne l'avait pas gêné, car il n'était pas humain. Mais cette voie était différente. S'il acceptait, il devrait traquer les joueurs. Quelqu'un d'autre prendrait sûrement la place de Jun-song. Le protagoniste lève la main pour décider, mais finit par refuser. Il refuse de devenir un tueur en série comme Jun-song. De retour au point de rendez-vous, la fausse Ezra l'accueille gentiment. Un instant, il se dit que la voix du tueur n'était peut-être pas si mauvaise. Il remercie le groupe de l'avoir suivi. Joueurs et doubles sont là, paniqués, et lui demande s'il peut vraiment distinguer les imposteurs. Il répond que oui et qu'il va commencer. Soudain, son double apparaît et répète exactement les mêmes mots. La tension monte. Il y a 2 protagonistes. Personne ne sait à qui se fier. Il demande s'il avait prévu ça. C'était un casse-tête, mais des différences étaient visibles. Le double était propre, alors que le vrai venait de combattre. Il voulait éliminer son double, mais celui-ci avait dû anticiper le plan. Jun-song avait tout gâché. Le duel entre les 2 protagonistes était sur le point de commencer. On lui demande d'expliquer ce qui s'est passé, s'il a vraiment tué les doubles et qui ils étaient. Le score affiche 8 morts, 3 joueurs et 5 doubles. S'il nomme les doubles morts, les survivants de ses pairs seront confirmés comme réels. Ça prouvera aussi qu'il est le vrai Ouyang. Le problème, c'est qu'à chaque nom cité, son double répète les mêmes dans le même ordre. Tous sont stupéfaits par cette imitation, mais le héros s'y attendait. Prouver qu'il est le vrai Ouyang sera dur. Le double souligne Ki Se-yul et le faux Ijiro ont fait équipe dès la première mission et ont bâti une confiance.
Avait-il déjà battu les doubles de son groupe? On lui demande si c'était un plan pour se faciliter la tâche, et la femme agaçante trouve ça trop évident. Le double insiste. Le héros a traité Jin Song de faux alors qu'il était avec eux, donc il aurait tué le vrai. Le double joue sur leurs sentiments, rappelant que Jin Song était gentil, connu et le plus haut gradé. Il menait le groupe, dur de croire qu'il est mort. Si Ho Young était vrai, ferait-il confiance à un meurtrier? Le double est convaincant, renverser la situation ne sera pas facile. Peu à peu, le groupe doute du héros. Le faux ignore comment le vrai Jin Song est mort. Mais avec le soutien de tous, il est satisfait. Il finit en disant qu'il s'est révélé tôt pour gagner leur confiance, donc le héros et le double, c'est fini. Ils sortent leurs armes pour tuer Ho Young d'abord. Xiaoyun et Issel s'opposent, demandant s'ils pensent qu'ils sont aussi des faux. Ils veulent entendre les deux versions. Junho demande la prudence, mais le temps presse. Sans mort avant 30 minutes, le désastre arrivera. Le héros admet que son double est intelligent. Il est impressionné, mais ce n'est pas le plus important. Il s'avance et dit que l'autre a raison. Il a bien tué Jin Song. Le double se moque, demande s'il abandonne et le traite de double. Mais Ho Young sait quelque chose que le double ignore. Il passe devant lui, dégaine son épée et joue son va-tout. Il abat le double de Jeon Song. Le protagoniste révèle alors la vérité. Le vrai Jeon Song était un traître. C'est lui qui tuait les joueurs. Le coup frappe Jeon Song en plein visage. Il s'écroule. Les autres hurlent son nom sous le choc. Le double du MC, épée en main, lui demande ce qu'il fait. Le MC a pris ce risque, il n'avait pas le choix. Jun Song lui ordonne d'arrêter et demande pourquoi il le traite de traître. Dans sa tête, Junho fait le lien. Si c'est vrai, alors le vrai protagoniste a attaqué Jun Song quand tout le monde était réuni. À l'époque, les joueurs avaient l'avantage car l'identité d'un double est révélée en tuant un joueur. Ils ne pouvaient pas attaquer imprudemment. Ho Young devait juste tuer un imposteur. Mais si Jeon Song était un traître, tout change. De retour au présent, Jeon-ho demande si Jeon Song a vraiment tué quelqu'un. Le MC répond oui. Il explique que Jeon Song cachait sa vraie nature, un tueur en série jouant les gentils jusqu'à pouvoir agir. Jun Song explose, lui demandant comment il ose parler ainsi. Elle dit qu'il l'a sauvé lors de la première mission face à un kobold. Furieuse, Jung-Shing dégaine et fonce sur Ho Young, jurant de ne jamais lui pardonner. Mais elle s'effondre, frappée dans le dos. C'est une flèche tirée par Jun-Shing. Elle demande pourquoi avant de s'écrouler, morte. Il reste 12 joueurs et 11 doubles. Ho Young lève son épée, surpris que le faux Jeon Song bouge encore après ce coup. Il réalise son erreur. Après son attaque, le nombre de doubles n'a pas diminué. Le faux Jeon Song rit comme un fou, disant que c'est ce visage qu'il voulait voir. Puis il est frappé par derrière et meurt pour de bon. C'est l'ancien soldat qui l'avait interrogé sur son plan avant la mission du deuxième étage. Il s'excuse d'avoir douté de Ho Young et demande la marche à suivre. Le faux Jeon Song est mort, ils savent maintenant qui est le vrai. Ils s'arment et lui demandent de les guider. Tout a changé. Avant, il doutait de lui et de ses capacités. Il a ce qu'il faut. Mais alors qu'il va donner ses ordres, son double lui saute dessus, l'épée à la main. Ho Young bloque l'attaque. Le double crie que le vrai combat commence. Il ordonne à tous d'utiliser leur or pour booster leurs stats. Ainsi, les doubles ne suivront plus, car ils seront bien plus forts qu'hier. Leurs stats sont basés sur leur état à l'entrée de la mission. En se boostant, ils ont surpassé leur double et fini la mission sans perte. Pourtant, l'ambiance reste lourde. L'ex-soldat dit que tous auraient survécu sans ce bâtard de Jeon Song. La trahison fait mal, surtout après la première mission. Ho Young est abattu. Il voulait finir sans mort, mais les autres tours s'en sortent sûrement bien pire. Sans guide, beaucoup mourront. Il y a sûrement d'autres tueurs comme Jeon Song. Les combats ne feront qu'empirer. Les tours pourraient s'entretuer. Il est encore faible, mais ce guide doit avoir une raison d'être. Tant qu'ils lui font confiance, il sauvera tout le monde. L'ex-soldat le remercie de les avoir sauvés. Et Ho Young le remercie pour sa confiance. Il pense que Ho Young a une compétence spéciale. Il est trop fort pour le niveau 2. Il voit que So-yeon est perspicace. Elle sera une aide précieuse. So-yeon s'excuse de l'avoir jugé, suivi par les autres. Alors qu'il s'excuse, So-yeon rit et dit qu'ils auraient dû lui faire confiance dès le début. So-yeon prétend avoir été la première à voir son talent. Junho s'excuse encore. So-yeon propose alors d'en faire leur leader. Surpris, il sourit et accepte. C'est ainsi que le chapitre se termine. En bonus, on découvre la fin réelle de la mission. À 5 minutes de la fin,
Il cherchait encore le dernier double, sans succès. Ho-Yang plante son épée dans un buisson et tue le dernier faux qui s'y cachait. La tour annonce alors les récompenses de mission. Chacun reçoit de l'or, entre 500 et 700. Sejong, avec 2000, pose fièrement en homme aux 2000 pièces. Mais Ho-Yeon a fait mieux. Il gagne 12 500 pièces. En dépassant les 10 000, son rang de boutique augmente, lui donnant accès à des objets uniques. Il dépense 5 000 pièces pour améliorer son épée, malgré l'épuisement qu'elle provoque. La puissance acquise en valait le coup. Il garde le reste et envoie 1200 pièces à Isalol. Elle demande pourquoi, il lui dit juste d'accepter. Sans elle, les 2 dernières missions auraient été bien plus dures. Elle a permis à tous de survivre et de fêter la victoire. Malgré la tour, son désir de sauver tout le monde les porte. Ishaol rougit, elle semble vraiment être tombée sous son charme. Émue, elle promet de devenir plus forte. Ho-Yang envoie aussi 200 pièces à Sujong en lui disant d'arrêter ses bêtises. Sujong interpelle le héros avec sa tête de chien battu, demandant des ordres. Ho-Yeon dégaine, prêt à le trancher, mais il se prépare juste pour le 3e étage. Le nouveau décor est aride et rocheux, changement total. Cette mission est un siège. Le vrai JCJ entre tours commence enfin. Son camp est celui des attaquants. Ils ont 24 heures pour capturer le château et l'hôtel. Le héros et les autres reçoivent une pierre de retour, un objet temporaire pour cet étage. Tous craignent de devoir tuer à nouveau et s'interrogent sur ces pierres. Il appelle Sejong qui répond, toujours aussi enthousiaste. Il demande à Sejong s'il est sérieux, puis abat son épée. La scène coupe et Sejong, jouant toujours Ijiro, monte le sentier. Il râle. Ho-Yang aurait pu lui dire qu'il ne mourrait pas. Le système explique alors les pierres de retour. Si quelqu'un meurt, il revient au point de départ. Il lui a offert 100 pièces d'or pour explorer la zone. Sejong arrive au palais et crie qu'il peut tout raser seul. Il frappe la porte, sa durabilité tombe à 81. Il est incroyablement fort. Au 2e coup, elle tombe à 62, puis 40 au 3e et 19 au 4e. Au 5e coup, Sejong brise la porte. Le système annonce que l'entrée du château est ouverte. La porte se régénère en 2 secondes, mais Sejong est déjà dans les escaliers. Il observe les défenseurs. 2 sur les murs, 10 à l'hôtel. Ho-Yang lui ordonne de ne tuer personne pour cacher l'effet des pierres. Sejong adore voir leur peur. Il doit se retenir, mais alors qu'il charge, il reçoit un choc en plein visage. Il est sonné, en sang, et tombe à genoux. La vue trouble, il voit une arme, puis entend un autre tir. Ho-Yang est sous le choc. L'ennemi a une arme magique dévastatrice. Sejong revient et raconte tout au protagoniste. Les armes ne devraient pas exister, sauf celles débloquées dans la boutique. Il l'a peut-être ratée ou cachée. Même Sejong, ancien soldat, n'a pas d'arme. Le tireur a dû choisir la voie de l'assassin, c'est risqué. Sejong attrape le bras de Ho-Yang et lui dit de ne pas s'en faire. Elle va l'aider. Elle rougit, ses sentiments sont évidents. Le reste de l'équipe se motive et promet de le soutenir. Ho-Yang tire son épée et expose le plan. Pendant ce temps, quelqu'un est à genoux, en sueur. Une autre personne les observe en bâillant alors que les autres tremblent. Le chapitre suivant s'ouvre sur lui, expliquant que son meilleur atout du 2e étage est son instinct. Cela le rend plus rapide et vif que les autres sillons. Il l'active et repère les ennemis sur le rempart, tous 2 de niveau 8. Seijan s'avance et les interpelle. Il craint que cela ne révèle la pierre de retour. Mais Ho-Yang pense qu'ils croiront à une compétence de Seijan. Les défenseurs bandent leurs arcs et le protagoniste fonce à une vitesse folle. Avant que les flèches n'atteignent Seijan, Ho-Yang les tranche net. Il prend appui sur l'épaule de Seijan, saute sur le mur et abat les 2 ennemis d'un coup. Ils n'ont qu'une seule chance. S'ils échouent, l'ennemi découvrira la vérité sur les pierres. Ils doivent gagner. Alors que l'équipe charge, le héros est déjà à l'intérieur. Xiao Yuan prévient qu'il faut 5 coups pour briser la porte. Il utilise sa compétence de niveau 2 pour l'exploser, mais le contre-coup est tel qu'Ishao doit le soigner. Xiao Yun observe le chaos alors que son équipe avance. Un archer regrette de les avoir laissés en vie, surtout avec cette femme effrayante. Elle les attend, son arme braquée sur eux. C'est elle qui a détruit la porte, et Si-Yun s'est effondré après un tir en plein visage. Quand Ho-Yun vérifie son statut, c'est terrifiant. Niveau 13, tireur d'élite niveau 3, et l'œil de l'assassin. Elle a choisi la voie que le héros a refusée. À ce niveau, combien a-t-elle tué de gens au 2e étage? Elle lève les yeux et tire sur le protagoniste sans hésiter. La balle lui déchire l'épaule. Il se met à couvert et boit une potion. Une chose est sûre, elle est impitoyable et ne recule devant rien. Heureusement, Ho-Yuk avait prévu le coup en portant une armure de cuir sous sa chemise.
Cela lui a sauvé la vie. Chaque balle lui coûte 10 points de mana sur 150. Si sa boutique est au même rang que la sienne, elle ne devrait pas avoir de potion de mana. Il ne lui reste que 13 tirs. Il s'enfonce dans le château, suivi par toute son équipe. Tout le monde fonce pendant qu'elle tire. Un autre demande comment prendre l'hôtel sous le feu. Si Chang suggère de courir en zigzag, Hoyang pense que si ces balles ont failli tuer le faux Eigero, elles ont des limites. Si ce sont des balles magiques, c'est son mana. Juno ajoute que tout dépend de sa réserve. Le protagoniste acquiesce, il faut juste encaisser les tirs. Juno, touché le premier, se relève avec la même armure. Il est soigné et le groupe avance sous les tirs. À l'arrière, Isel soigne tout le monde. La femme donne un coup de pied à son subordonné et ordonne l'assaut. Il charge, terrifié mais déterminé. C'est le moment crucial. S'ils s'éternisent, ils tomberont. Il faut atteindre l'hôtel. Un ennemi attaque, mais il l'esquive facilement. Un autre arrive par derrière, Hoyang bloque et l'assomme. Une balle vise sa tête, mais Juno l'intercepte. L'impact fait voler l'épée de Juno. La femme est surprise, mais elle tire dans sa tempe et il est projeté. Le protagoniste est horrifié. Malgré les soins d'Iséol, elle ne peut pas sauver tout le monde à la fois. Il sait que personne ne meurt vraiment, mais sa froideur le choque. Elle sourit et trouve le groupe intéressant. Furieux, il invoque son aura bleue, sa technique de niveau 3. Il fonce, abat 3 hommes et atteint l'hôtel. Il bondit alors qu'elle ajuste son tir. Son épée heurte la balle magique, créant une onde de choc. Le faux Eigero prétend avoir vaincu l'ennemi. Maintenant que Hoyang est à l'hôtel, plus besoin de se retenir. Il frappe le sol, propulsant 2 ennemis alors qu'une mêlée éclate. Au milieu du chaos, il fait face à la tireuse, arme en main. Elle demande qui il est et comment un niveau 2 peut se battre ainsi. Hoyang rétorque qu'il est tout aussi étrange d'être niveau 13. Elle ignore sa remarque. Le protagoniste avance et l'hôtel se met à briller. Le système annonce l'occupation, mais ce n'est pas si simple. Il faut 3 personnes pour capturer l'hôtel et il n'est que le premier. Il doit aussi l'expulser de la zone. Elle presse la détente et Hoyang esquive le tir. Pour l'éliminer vite, il vise son visage. Elle dévie sa lame avec son arme, alors il enchaîne une série de frappes rapides. Elle riposte, mais il pare les balles. Il lance une attaque ultra rapide, mais elle l'anticipe et saute en arrière. En plein saut, elle tire, mais il évite tout. Elle réalise alors qu'il prédit chacun de ses mouvements. Le récit suit Juno, l'épéiste, prodige du tennis de table. Dans ce sport, les meilleurs apprennent à lire la posture et le regard de l'autre pour prédire la trajectoire de la balle. Juno était un génie de la prédiction. Ce souvenir a donné une idée à Hoyang. Il fonce sur elle, qui semble ébranlée par ses esquives. Il assène un coup horizontal, si puissant qu'il tranche le pilier derrière elle. Elle survit, mais comprend la vérité. Les statistiques de Hoyang sont supérieures aux siennes. Son équipe est vaincue. Sheng ordonne de finir le travail avant leur réapparition. L'assassin demande si la pierre de retour ressuscite vraiment les morts. Il confirme, mais lui dit que ça ne la sauvera pas. Il sait qu'il peut encaisser un coup puissant. Il doit juste tenir bon. Elle demande s'il croit avoir gagné, alors qu'une fenêtre système apparaît devant lui. Sur ses 16 000 pièces, elle en dépense 8 000 pour monter son tir au niveau 4. Hoyang panique et fonce, mais elle ouvre les yeux et tire 2 fois. Les balles le percutent avec la force d'un boxeur pro. Il entend Seung, Iso et Stumshul crier son nom, mais il est déjà trop tard. Il commence à s'effacer. La mission du 3e étage est réussie, mais Seung a l'air abattu. Hoyang demande pourquoi ils boudent alors qu'ils ont gagné. Seung se plaint d'avoir tout fait pour presque aucune récompense. Le protagoniste sourit, surpris par ces 2 tirs consécutifs. Mais il a tout de même réussi à lui porter le coup fatal. Avant de disparaître, elle promet de se souvenir de son nom. Les 3 autres prennent l'hôtel et assurent la victoire. Un portail apparaît, montrant l'équipe adverse. Ayant perdu, ils doivent affronter la catastrophe sous les yeux du groupe d'Hoyang. Ceux qui n'ont tué personne au JCJ doivent affronter le monstre. L'un d'eux frappe à la porte, suppliant qu'on l'aide. Iso s'approche du portail, mais elle est électrocutée en le touchant. Pourquoi cet homme n'a-t-il rien senti? Le monstre avance et écrase tout sur son passage. Iso détourne le regard, horrifiée par ce qu'elle voit à travers le portail. Face à la mort, l'homme supplie encore avant d'être broyé. Hoyang réalise avec effroi que cela aurait pu être eux. Un seul joueur a survécu dans la tour C1427, les groupes vont être réorganisés. Le MC est sous le choc. Lors du JCJ, seule la femme qui l'a combattu a fait des victimes. Des pas résonnent. Quelqu'un est invoqué dans la tour. Tous se retournent.
Elle apparaît devant le groupe Doyoung, couverte de sang. La tour annonce la formation d'une nouvelle équipe. En s'essuyant le visage, elle murmure que c'était agaçant. Il a un très mauvais pressentiment. À l'aube, la mission suivante commence. Le groupe arrive dans une ville abandonnée au 4e étage. Le système annonce une catastrophe. Ils doivent chasser des monstres pour trouver des portails. Seuls 20 apparaîtront aléatoirement. Ils ne peuvent être partagés. Le compte à rebours de 6 heures est lancé. Juno est ravi de chasser des monstres. Un autre joueur pense qu'il n'y aura aucune concurrence. Soom est prêt à monter en niveau. Isu prévient qu'il ne faut pas tuer tous les monstres. Juno craint que la tour ne leur tende un piège. Sung Sung suggère de partir dès l'apparition d'un portail. Hoyoung voit le groupe coopérer, mais un problème subsiste. Il se retourne. La femme refuse de suivre leur plan, s'en va seule et le menace de mort s'il tente de la commander. Furieux, ils envisagent de l'attaquer. 12 heures plus tôt, Sung lui demandait qui elle pensait être. Il prétend pouvoir la battre sans armes. Avant qu'il finisse, elle lui décoche un coup de poing dévastateur. Le choc est violent. Sung s'effondre en crachant du sang. Tous sont stupéfaits par sa force avant qu'elle ne prenne la parole. Elle les traite de déchets alors que Sung est à terre. Hoyoung intervient pour lui dire d'arrêter de semer le trouble. Après le tueur en série, voici une tueuse redoutable. Il s'approche et dit qu'ils se sont déjà vus sans pour autant être amis. Hoyoung sent un danger. Il bondit en arrière alors qu'une notification système apparaît. La tueuse l'a pris pour cible. Une aura terrifiante se dégage d'elle, le système confirme qu'il est sa proie principale. Le protagoniste est confus quand une nouvelle alerte surgit. Le guide lui propose une nouvelle stratégie. Son expression change. Pour la première fois, il a peur, sans qu'on sache ce que dit le guide. L'assassin s'en va comme si de rien n'était. Retour au 4e étage. Shang s'excuse auprès d'un orc avant de l'abattre. Le monstre tombe, confus d'être frappé par un autre orc. Un portail apparaît, et Shang s'agace de devoir partir. Il fixe le portail, nerveux. Il tourne au coin d'une rue et tombe nez à nez avec Hoyoung. Surpris, il demande d'où il sort et pourquoi il a l'air si effrayé. Il manigance quelque chose? Shang bafouille une excuse, disant qu'il pensait que le héros avait déjà son portail. Hoyoung, méfiant, dit qu'il a dû en ouvrir un. Shang grimace, pestant contre ces gosses trop perspicaces. Le MC lui ordonne de se taire et le propulse dans le portail. Il savait que Shang resterait chassé, mais un problème subsistait. Le système affiche la stratégie. Le jour du sang approche, et les assassins vont libérer leur puissance. S'il meurt de sa main, elle recevra une prime énorme. Il doit donc monter en niveau au plus vite. Hoyoung court pensant que le jour du sang aura lieu là où elle pourra faire un carnage. Un orc niveau 10 l'attaque. Le héros tranche l'orc et sa hache d'un coup. Il prend l'expérience, il doit devenir fort avant ce jour. Près du cadavre, aucun portail. Il pourrait tout exterminer, mais il doit d'abord assurer l'évacuation des autres. Il doit aussi surveiller Su-young, l'assassin. Si elle massacre tout sur son passage, il lui faut un plan. En ville, Hoyoung sent une odeur infecte. Un orc bleu apparaît. Le système explique que ceux qui créent des portails puent encore plus. Il sourit et dit que c'est exactement le monstre qu'il lui fallait. L'orc est confus, mais Hoyoung ne lui laisse aucune chance et attaque. D'un bond, il tranche l'orc en deux et un portail apparaît. Soudain, Hoyoung se retrouve agenouillé devant Seo-yeon. Elle lui demande ce qu'il fabrique et il la supplie avec un regard de chien battu. Seo-yeon est déstabilisé par son numéro. En ville, le groupe du protagoniste élimine des orques pendant qu'elle tremble en silence. Il garde son air innocent et se plaint de sa malchance de ne pas trouver de portail. Elle demande s'il est toujours aussi malchanceux. Il répond qu'il n'a jamais rien gagné, ni loterie, ni pari. Les missions basées sur la chance ne sont pas pour lui. En se recoiffant, Hoyoung pense qu'il évite les orques à portail exprès. Seo-yeon ne peut pas le tuer avant le jour du sang, et elle bout de rage. Elle n'a d'autre choix que de le laisser faire. S'il échoue à trouver un portail et meurt ici, ce serait mauvais pour elle aussi. Pendant ce temps, le protagoniste continue de chasser, sachant qu'elle ignore qu'il a déjà trouvé son portail. Le système annonce qu'un autre joueur en a trouvé un. Plus que 5, le protagoniste est soulagé. C'est bien qu'il se débrouille seul, puis il se frappe le front en gémissant. Plus que 5, c'est vraiment pas de chance. Seo-yeon le fusille du regard et lui ordonne de chasser. Il répond à vos ordres et s'élance vers un autre orc. Cela lui rappelle le faux Yuguru. Il détruit le monstre, partagé entre culpabilité et satisfaction, puis continue sa route. Seo-yeon se ronge les ongles, incapable de chasser elle-même. Elle s'inquiète car si le protagoniste meurt, elle perdra sa récompense. Hoyoung se retourne
épée sur l'épaule, et demande pourquoi elle est si nerveuse alors qu'il n'a pas trouvé de portail. Puis il demande combien elle en a ouvert. Elle répond 5. Il trouve que c'est beaucoup, mais pas assez pour gâcher son plan. Si Seoyeon en a ouvert 5 et Hoyeon 1, il reste 3 portails après le départ des autres. Le système confirme. C'était le nombre exact, ils étaient donc les 2 seuls encore piégés. Tous les autres étaient déjà rentrés. Ils décident de se séparer pour trouver un autre portail. Le système l'avertit qu'il ne reste que 10 minutes. Il se fige un instant. Il court et dit à Seoyeon de chercher de son côté et de s'échapper. Elle lui demande d'attendre. Hoyeon se tend, craignant qu'elle n'ait deviné son plan. Il se retourne et demande ce qu'elle veut. Il a moins de 10 minutes. Elle marmonne, il ne comprend rien, mais n'a pas le temps. Elle se précipite vers lui, il lève son épée, pensant à une attaque. Elle attrape sa manche et avoue, rouge, avoir oublié ses portails. Hoyeon regarde son air gêné, se demandant si elle a le sens de l'orientation. Peu après, ils sont de retour à la tour. Des pas rapides arrivent. Seoyeon court le serrer dans ses bras, criant qu'il savait qu'il reviendrait. Mais un coup de poing l'envoie valser. Hoyoung dit que Seon lui a fait peur. Seon dit qu'il ressemble à un orc. Il lui demande de ne pas dire ça à voix haute. Isuol est content que Seon soit là. Juno est heureux. Il propose une poignée de main, espérant qu'ils s'entendent désormais. Elle l'ignore, le trouvant agaçant. Sion se relève, le visage gonflé, et grommelle qu'il aurait dû la laisser mourir au 4e étage. Elle le rembarre en le traitant de porc. Il rétorque que c'est du muscle, pas de la graisse. Pendant que le faux Ejiro insulte Seon-yoon, Hoyoung se demande s'il aurait dû l'abandonner. Elle ne serait pas morte, mais elle lui doit une fière chandelle. Il doit la surveiller car c'est l'assassin, mais elle ne bougera pas avant le jour du sang. Il est en sécurité jusque-là. Le jour du sang serait-il le PMT? Quelqu'un remarque qu'ils ont l'air de bien s'entendre. Ils connaissent tous cette voix. Sniffles apparaît, se disant leur mascotte préférée. Au même instant, sa tête explose. Sion baisse son arme et demande pourquoi il est venu ramper ici. Même décapité, Sniffles reste debout. Tout le monde est sous le choc. Elle l'a tiré à bout portant. Il dit calmement que ça faisait longtemps et remercie pour l'accueil alors que sa tête repousse. Une seconde plus tard, Sniffles apparaît près de Seon et la frappe si fort qu'elle crache du sang. Hoyoung regarde où elle a atterri. Elle a fracassé le mur. Du sang coule de sa bouche. Elle traite le lapin de monstre. Il a envoyé valser Seon sans effort. Vu ses stats, Sniffles s'est retenu. Le rôle d'assassin doit être crucial. Il a choisi de ne pas la tuer. Sniffle ricane et demande à tous de se calmer. Il est encore trop tôt pour qu'il rentre chez lui, dit-il. Il se retourne et annonce la mission suivante. Avant de les envoyer là-haut, il va ajuster le scénario. Il claque des doigts et une bibliothèque apparaît. Sniffle sort un livre et dit que chacun peut en choisir un. Le bon livre peut les sauver, le mauvais peut causer leur perte. Tout dépend de leur choix. Sion hurle qu'il ne laissera pas un livre décidé, tandis qu'il pense à booster son épée. Sniffles prévient de ne rien dire sur le contenu, tout disparaîtra au début de la mission. Choisissez bien. Puis il disparaît. Quelqu'un demande si c'est tout, et un autre dit qu'il faut choisir vite. Il y a plein de livres, la plupart choisissent selon leur classe. Hoyoung trouve ça logique. Ce n'est pas le moment de jouer au hasard. Le problème, c'est que le guide lui dit de prendre une fiction. Il suit le guide et choisit un roman intitulé « Le monopole des connexions du retourné rang SS ». Le système prévient qu'il ne peut pas changer. Rien qu'au titre, il sait que c'est de la camelote. Pourtant, si le guide l'a orienté là, il y a une raison. Il commence à lire. C'est une fantaisie banale. Hoyeon est très agacé. Il jette un œil à Juno. Juno a choisi la voie de l'épée et s'entraîne déjà. Soyoung a pris les arts martiaux royaux et gagne en puissance. Soyoung a choisi la médecine orientale. Une aura de soins s'en dégage. En voyant les autres, Hoyoung est jaloux et regrette son choix. Un bruit soudain le fait se retourner. So Jiang utilise une pelle pour planter quelque chose. Une tente est installée dans le hall, il ne sait pas quel livre permet ça. Il entend des coups de marteau et voit Sa et Juin planter des clous dans une poupée vaudou de Sniffles en jurant de le tuer. Hoyoung préfère ignorer la scène. Le temps finit par s'écouler. Ils vont être envoyés au 5e étage de la tour. Une fenêtre apparaît avec 2 stylos sur un bureau. Hoyoung réalise qu'ils sont dans une salle de classe. Il observe les gens autour, intrigué. Personne ne bouge. Quelqu'un remarque qu'ils ont tous rajeuni. Ils ont retrouvé leur apparence d'enfant. Si Chang est devenu un gringalet et le héros voit Soo-young rire de lui. À part les cheveux courts, Soo-young n'a pas changé. Quelqu'un dit qu'il est resté le même. Hoyoung se tourne et voit Lee-seul. Elle n'a presque pas changé.
En uniforme scolaire, ça lui va très bien. Juno n'a pas changé non plus, il dit qu'Isol est pareil. Le protagoniste regarde à côté et demande si c'est Soo-young. Elle lui dit de ne pas fixer, puis écrase ses lunettes. Elle était donc aussi une intello. Oh-young trouve qu'elle est pareille, mais elle avait besoin de ses lunettes. Soudain, les haut-parleurs grésillent. Tout le monde reconnaît la voix de Sniffle. Il demande s'ils aiment leur jeunesse retrouvée. Il explique que la 5e mission est un jeu de rôle dans un monde d'humains et de monstres. Ils sont cadets dans une école de chasseurs. Pendant 4 jours, ils passeront des tests. Tout échec mènera à une mission mortelle. Un seul échec et c'est la mort. Oh-young a déjà survécu à une mission mortelle, mais pas les autres. Il regrette d'avoir choisi ce roman fantastique. Sniffle dit qu'ils vont recevoir les souvenirs nécessaires à leur rôle. Des lumières fusent vers eux. Des fragments de mémoire envahissent l'esprit de Oh-young, le laissant étourdi. Le système confirme l'implantation des souvenirs. En sueur, il sent 2 lignes temporelles se mélanger, et ses souvenirs correspondent au roman qu'il a lu. Sniffle annonce que la mission débutera à la fin du cours, autant en profiter. Le temps reprend, le professeur revient à son cours sur le mana. Juno murmure que tout est normal, Oh-young réalise qu'ils sont des personnages secondaires. Il regarde devant et voit le vrai héros du roman. Il s'appelle Yunam Owa, il a voyagé dans le temps. Connaissant le futur, il peut saisir toutes les opportunités et devenir le plus fort. Le prof demande qui veut répondre pour des points bonus. Yunam sourit. Oh-young sait que c'est une question impossible pour des cadets. Yunam lève la main, mais il le devance en répondant lection. Il ajoute que le professeur Brown étudie ça, toute la classe est impressionnée. La tête de Yunam est impayable. Il ne s'y attendait pas du tout. Le prof est stupéfait et le traite de génie. Le système lui donne des points bonus, il comprend enfin pourquoi le guide lui a fait lire ce roman. Il n'a pas besoin de livres de combat. Il va voler toutes les opportunités du héros pour devenir plus fort que lui. Le prof continue de le féliciter. Oh-young essaye de ne pas trop sourire. La cloche sonne, le cours est fini. So-young demande comment il savait. Il ment en parlant de ses souvenirs. So-young plaisante en disant qu'il est peut-être le vrai héros et les autres des figurants. Il lui dit d'aller se plaindre à l'Ishal et demande quand commence la mission. Si le livre dit vrai, ça devrait arriver maintenant. Le système envoie une mission à tous. Ils doivent nettoyer un donjon apparu près du bâtiment B37. Ils ont 1 heure, sinon c'est la mission suicide. Le héros se souvient que le boss lâche un objet dont il a besoin. Dans l'histoire, Yunam l'obtient, mais pas cette fois. Il crie à tous de bouger et il se lance. Une notification apparaît. Ils entrent dans l'antre des orques. Yunam se retourne, confus, et demande « Pourquoi tout le monde l'a suivi ?» Le héros l'ignore. Il dépasse Yunam et frappe l'orque devant lui. Un coup suffit à le trancher. Le héros dit que le donjon n'est pas à lui, ce qui déroute Yunam. Il se demande comment ils ont trouvé cet endroit et s'ils ont toujours été aussi forts. 2 sortent du lot, le héros et Seiyon. Il n'aurait jamais oublié des gens aussi puissants. Yunam invoque son arme, craignant qu'il ne lui vole ses kills. Il lance sa lance sur 4 orques. Le choc projette les 4 orques. La lance revient vers lui et il la rattrape sans effort. Seiyon s'exclame « C'était quoi ça ?» Yunam fait tournoyer sa lance. Il est vraiment très fort. Le protagoniste comprend pourquoi Yunam est le héros. Il est encore plus puissant que prévu. Il refuse de céder la récompense, c'est la course. À ce rythme, le donjon sera vite nettoyé, mais pour affronter le boss, il doit tuer plus d'orques que les autres. Yunam est peut-être plus fort, mais le protagoniste a un atout. Il peut localiser les orques cachés. Xiaobei le voit foncer et se souvient de sa ruse lors de la dernière mission. Elle ne se fera pas avoir. Le protagoniste abat 2 orques facilement et s'approche d'un 3e. Oh-young arme son épée, prêt à frapper, tandis que l'orque se prépare à contrer. Au même moment, So-yeon esquive une attaque et porte un coup précis. Elle se retourne et tire sur un autre orque derrière elle. Quelque chose tombe d'en haut, elle l'évite de justesse par une pirouette. Même à l'envers, elle vise et tire. Yunam fait tournoyer sa lance et abat 3 orques d'un coup. Isol et Juno sont stupéfaits par la puissance de ces 3-là. Isol remarque que le protagoniste est bien plus fort. Juno est impressionné par leur détermination à éviter aux autres la mission suicide. Juno réalise qu'ils se sacrifient pour eux malgré leur vote. Émus, ils essuient leurs larmes. Juno remercie Oh-young pour sa clémence. Il lève son épée et appelle à se battre pour leur héros. Le protagoniste se retourne, déconcerté par ce titre soudain. Il baisse son épée, essoufflé. Le système annonce que tous les orques sont morts et que la salle du boss est apparue. Le système annonce que Yunam a le droit de défier le boss.
Une lumière l'illumine et le protagoniste se tourne vers lui. Il est frustré. Après tout ça, il n'a toujours pas gagné le droit d'affronter le boss. Que faire? Doit-il vraiment renoncer à l'objet? Alors que Yunam s'approche de la porte, le protagoniste l'interpelle et lui demande de lui céder sa place. Yunam demande pourquoi il ferait ça. Le protagoniste répond par une autre question. Ne veut-il pas savoir comment briser le cycle des régressions? Le visage de Yunam se crispe, le protagoniste sourit. Il ne lâchera pas l'affaire. Les portes s'ouvrent et le système annonce une entrée dans la salle. C'est le protagoniste. Yunam pointe sa lance vers lui et exige de savoir qui il est. Le protagoniste demande à baisser l'arme, mais Yunam insiste en plaçant sa lance sous sa gorge. Il veut savoir comment il connaît son secret. Le protagoniste demande si c'est important, Yunam appuie plus fort. Il lui demande alors s'il ne veut pas voir l'hiver de ses 32 ans. Cela met Yunam en rage. Un souvenir surgit sous la pluie, quelqu'un lui demande si son point de réinitialisation est toujours en novembre à ses 17 ans. Un verre à la main, Yunam confirme, c'est toujours la même chose. Sa vie boucle de 17 à 32 ans. L'autre homme trouve ça enviable, mais Yunam avoue que son seul souhait est de voir l'hiver de ses 32 ans. Il dit en toucher la fenêtre qu'il en a assez. Dans le présent, le protagoniste écarte la lance de Yunam. Il lui promet que s'il le laisse affronter le boss, il lui dira comment briser la boucle, ce que Yunam attend depuis des millénaires. Yunam serre les dents, mais n'a pas le choix et baisse sa lance. Il prévient que s'il plaisante, il le regrettera. Il s'écarte pour le laisser affronter le boss. Le système confirme le transfert et le protagoniste entre dans la salle. Le boss orc avance lourdement. De la fumée s'échappe de sa gueule alors qu'il commence à grogner. Le protagoniste tremble. Cette chose est incroyablement puissante. Il se force à rester calme. Dans ce monde, pas de stats ni de guide, mais il sait déjà comment le vaincre. L'orc inspire profondément. Le protagoniste sait ce qui arrive. Il doit d'abord survivre au rugissement du guerrier. La plupart perdent courage, mais son instinct aiguise ses sens et peut les couper. L'attaque passée, il bondit en criant que ce tour ne l'arrêtera pas. Il sait aussi que les jambes de l'orc sont son point faible. Il tranche les tendons et évite le coup de hache. Il frappe les jambes jusqu'à ce que le géant s'effondre. La dernière chose qu'il voit, c'est le protagoniste et son épée. Il assène un coup vertical et crie qu'il prend ce destin pour lui. Le boss lâche un objet. La salle est nettoyée. Plus tard, 2 personnes jouent à pierre-feuille-ciseaux. On aurait presque cru voir un jeu plus complexe. Sang affronte le protagoniste et a déjà perdu 11 fois. Il demande s'il triche. Le protagoniste demande comment tricher à ce jeu, lui dit de se taire et de payer. Juno dit qu'il attendait ça de Hoi Young. Il est doué en tout. En buvant, le protagoniste regarde sa bague et pense aux 2 objets légendaires de l'histoire. L'un est Gungnir, la lance de Yunam qui ne rate jamais. L'autre est la bague de Nick qui décuple la chance. Son pouvoir semble simple, mais il rivalise avec Gungnir. Pour la suite, cet anneau sera une aide précieuse. Yunam devra continuer sans lui, mais le protagoniste compte l'aider. Yunam ne veut qu'une chose, et nous savons laquelle. Soudain, une main claque une tasse sur sa table, et quelqu'un s'assoit. Elle veut jouer à pierre-papier-ciseaux. Mais ce jeu n'est pas que de la chance. La vitesse compte, et sa dextérité approche les 50. Il demande la mise. Elle répond « 3000 pièces d'or ». Serang est choqué, mais le protagoniste fixe la mise à 5000. Le lendemain, tout le monde se réunit dans la cour. Le protagoniste sait que c'est le moment de tester sa force. Ils vont voir sa vraie puissance. Et Serang a perdu son pari. Devant un cristal bleu, le professeur explique le test. Chaque cadet frappera le cristal pour mesurer sa magie et former les groupes. Juno aime l'idée. Il est curieux de voir la force des autres élèves. Le premier cadet frappe la pierre. Elle affiche 43, impressionnant tout le monde. Juno demande si c'est élevé. Le protagoniste confirme, selon ses souvenirs. Le professeur appelle le suivant. C'est au tour de Juno. Il frappe la pierre, qui affiche 69. Cela attire l'attention. Juno se vante. Xiaobei arrive torse nu et lui dit de bouger, c'est sa spécialité. Il assène un coup de poing puissant. Le score monte à 75. Tout le monde est stupéfait par sa force sans arme. Une balle magique frôle le fils de Sir Xiaobei et frappe la pierre. Sir Shaob s'avance, une arme à la main. Le score grimpe à 98. Un élève s'exclame que c'est fou, un autre est sidéré qu'on puisse charger des balles en magie. Le protagoniste est fier de son groupe. Ils sont plus forts que les autres cadets, car ce sont des adultes dans des corps jeunes. Il se le rappelle, puis un autre tir fait monter le score à 115. Yoon s'en va déjà sans même se retourner. Le protagoniste s'y attendait.
En tant que héros de l'histoire, Yun-Yam devait forcément sortir du lot. Mais en voyant son dos, il se souvient qu'un malheur l'attend. Au déjeuner, le fils de Xiao Bei dit qu'il aurait dû briller, mais il s'en fiche. À quoi bon? Il a juste utilisé assez de force pour faire 64, sans même être sérieux. Il voulait rejoindre le groupe de donjons d'Unum, pas être le chef. En mangeant, le système annonce la seconde mission. Ils doivent sauver Unum O, un cadet de l'académie. Ils ont 1 heure, il est au parc Waterside. Oizul demande si c'est le cadet d'hier. Juno confirme, se demandant s'il a eu un souci. Il panique pour le délai, mais le parc est proche. Le protagoniste s'y attendait. Après son retour, Yun-Nam a corrigé des brutes, dont le fils de Park Yang-sik, chef de la guilde Red Moon. Park Yang-sik a envoyé ses hommes pour le laisser pour mort. Dans l'histoire originale, Yun-Nam ne survit que par chance grâce à un inconnu. Il fonce le sauver, sachant que dans l'original, c'est la bague de Nick qui l'a sauvé. Isuel craint que la mission soit périlleuse. Le protagoniste approuve. Ils doivent se préparer, car leurs adversaires ne seront pas faciles à battre. Malgré sa force, Yun Sheng n'est qu'un cadet. Il court toute la nuit. Il le trouve à genoux, un homme se moquant de lui et le traitant de ver. Avant qu'il ne puisse finir, les balles de Xiao Bei fusent et le frappent en pleine poitrine. Le protagoniste lui reproche d'avoir attaqué trop tôt, mais Xiao Bei fonce sans attendre. Il tente de l'interpeller, renonce, dégaine son épée et ordonne à tous d'avancer. Le combat s'engage. Les ennemis bloquent tout facilement et réalisent vite que ce sont des cadets, comme Yun-Nam. L'homme blessé jure, et quand un autre se moque de lui, il le remet à sa place. Le tir de Xiao Bei semblait imprécis, mais son timing était parfait. Ils ne sont que 3, mais bien plus forts. L'effet de surprise était leur seule chance. Yun Sheng en profite pour invoquer son arme. Il frappe l'homme aux cheveux bleus, qui part le coup. Yun Sheng fait tournoyer sa lance vers les 2 autres, mais ils esquivent. Le groupe se reforme, Xiao Bei en tête. Dos à dos avec Yun Sheng, le protagoniste s'étonne de l'avoir retrouvé, mais ce n'est pas le moment de discuter. Le protagoniste lui dit de garder ses remerciements. Il faut d'abord régler leur compte à ces types. L'homme aux cheveux bleus se relève. Xiao Bei l'attaque, le traitant de faible. Il utilise son poing de pierre, mais une barrière repousse violemment Xiao Bei. Il se fait encore balayer. Le groupe observe, sous le choc, la puissance de l'homme aux cheveux bleus. Il les insulte à nouveau, les traitant de gamins mal élevés. Xiao Bei retombe près du groupe, tremblante, sans comprendre ce qui vient d'arriver. L'homme rit, affirmant qu'ils ignorent tout de la cruauté du monde. Il retire ses lunettes brisées et les 3 hommes chargent le groupe. Le combat s'éparpille. Xiao Bei en prend un à part. Le protagoniste bloque l'homme aux cheveux bleus. Juno affronte le 3e. Il demande à Xiao Bei de les couvrir. Elle râle, mais continue de tirer. Une magie de soins vertes émane de la main de Yisul, soignant les blessures de tout le monde. Yun Sheng est surpris par l'efficacité de ses soins. Ses blessures ont déjà disparu. Ils sont forts, mais la mission n'est pas impossible. Bloquant une attaque, il se dit qu'il est temps d'utiliser les techniques apprises. Yun Sheng lance une technique d'épée. Xiao Bei charge, les veines saillantes, et frappe. Pendant ce temps, Secheng monte une tente. C'est tout ce qu'il a pu apprendre avant la mission. L'homme aux cheveux bleus s'énerve, pensant qu'ils le prennent de haut. Les 3 adultes attaquent ensemble. Leur assaut combiné est si puissant qu'il fait exploser toute la zone. La poussière retombe, ils sont toujours debout. Le protagoniste réalise que son équipe est solide. Il pensait qu'ils étaient devenus invulnérables, mais ces 3 hommes se battent ensemble depuis bien plus longtemps. Il observe le combat, si l'un tombe, leur formation s'effondre, mais il ne trouve aucune faille. C'est comme frapper un mur d'acier. Xiao Bei continue de les soigner et leur demande de tenir bon. Elle les soutiendra coûte que coûte. Un adulte rit, impressionné par la ténacité de ces jeunes chasseurs. L'homme aux cheveux blancs lui dit de rester concentré. Si ça traîne, ça deviendra dangereux. L'homme aux cheveux bleus est furieux. Ces gamins commencent vraiment à l'énerver. Les yeux rouges de rage, il bondit en hurlant. Il lève sa massue, visant Xiao Bei pour l'éliminer. Le protagoniste crie son nom, mais Yun-Yam lève sa lance et l'enfonce dans le ventre de l'homme, qui est sous le choc. Il recule, accroupi, et fixe Yun-Yon en l'insultant. Il est toujours aussi grossier. Ses alliés accourent et lui disent de ne pas se précipiter. Le protagoniste remarque que leur formation est brisée. La porte d'acier s'entr'ouvre. La masse de l'homme aux cheveux bleus se hérisse de pointe. Il jure de tous nous tuer. Le protagoniste comprend la situation. Leur rat, ça traîne. Il commence à perdre patience. Il sait pourquoi. Les 2 autres chargent à nouveau, encadrant l'homme aux cheveux bleus pour une attaque à 3. Le protagoniste demande s'ils s'en sortiront,
quand leur chef verra cet échec. Il s'arrête net, l'homme aux cheveux bleus exige des explications. Le protagoniste le trouve tendu. Il évoque le chef de la Lune Rouge, Park Yong-sik. L'homme aux cheveux bleus est secoué. Les deux autres demandent comment il connaît ce nom. La brèche s'élargit. Le protagoniste insiste, rappelant que beaucoup sont morts à cause de ces accès de colère. Ils sont nerveux, leur garde baisse. Les trois plus forts le remarquent aussitôt. C'est le moment. Yunyam transperce l'homme aux cheveux bleus. Xiaobei le frappe sur le côté, et le protagoniste porte une estocade précise. Il suffisait d'en abattre un. L'homme aux cheveux bleus s'effondre. Les deux autres sont pétrifiés. Yun Xiaobei et le protagoniste foncent sur les deux derniers, mais l'homme aux cheveux noirs rit de désespoir. Il dit que ça suffit, les garçons s'arrêtent, confus. Ils rangent leurs armes et rejoignent leurs camarades. En le soulevant, l'homme aux cheveux noirs dit que leur chef les tuera pour ce retour. Mais après avoir vu les futurs chasseurs de Corée, ils n'ont aucun regret. L'homme aux cheveux blancs murmure qu'il agit encore à sa guise, puis ils disparaissent en souriant. Le système annonce la mission accomplie. Ils ont gagné. La chemise de Soyeon craque sous l'excitation. Tout le monde exulte. Le protagoniste s'essuie le front. C'était vraiment limite. Il ne restait que 2 minutes. Eunom demande s'il savait que ça arriverait. Esquivant, il dit qu'ils l'ont sauvé. Il devrait les remercier avant de poser des questions. Gêné, Yunam les remercie discrètement. Le protagoniste le taquine, disant qu'il n'a rien entendu. Il plaisante, mais pense que pour Yunam, cette régression a tout changé. Yunam les remercie à haute voix. Il n'avait jamais vécu ça lors de ses régressions. En partant, il dit à Yunam d'être prudent. Cette régression sera la plus dure. Yunam l'arrête, il a encore une question. Il demande s'il est aussi un régresseur. Après un silence, le protagoniste sourit et dit non. Il dit être bien plus que ça et s'éloigne. Yunam, impressionné, le rattrape par l'épaule et demande où il va. Il a oublié de dire comment briser la malédiction de la régression. Le lendemain commence. En cours, le prof annonce les équipes pour le donjon. Le protagoniste écoute à peine. Il pense à l'union. Ce type sait vraiment agir vite. Il vérifie son inventaire et trouve l'armure de Théa. Elle donne plus 25 en défense. C'était la récompense pour sa réponse sur la malédiction. Il s'est habitué à l'impossible. Ce genre de choses n'existe que dans les romans. Le prof annonce que Yoon mènera le groupe 4. Les membres sont Woo Ji-ho, Shin Seong-daeum, Go Young-woo et Lee Ho-young. Il est ravi d'être avec Yoon. C'est la bague de Nick. Il a rejoint l'équipe d'Unium pour les récompenses, mais ce n'est pas le moment de se détendre. Plus tard, Unium lui demande s'il sait que le donjon d'entraînement va devenir incontrôlable. Le protagoniste ne dit rien, alors Unium explique que ce genre d'événement arrive, mais jamais dans plusieurs lieux à la fois. À chaque régression, ces donjons posent problème, sans qu'il sache pourquoi. Unium le fixe et lui demande de partager ce qu'il sait. S'il est plus qu'un simple régresseur, il doit savoir quelque chose. D'après ses souvenirs, 3 des 4 groupes vont affronter la frénésie. C'est ainsi que l'histoire se déroule. 3 équipes sur 4 sont entraînées dedans, et seul le groupe 4 survit. C'est le groupe d'Unium. Le roman n'expliquait pas la frénésie, alors il lui dit qu'il ne sait pas tout non plus. Unium refuse d'y croire et l'attrape par le col. Il crie que même si le destin est immuable, ils doivent d'essayer. Le protagoniste réplique qu'il ne sait vraiment rien. L'auteur n'a jamais rien expliqué. Cette partie était trop vague, il ne peut rien faire. Johan entend sa voix et la reconnaît. Elle arrive au coin de la rue et demande ce qu'ils font. Le protagoniste et Yoon Yeon se tirent les vêtements, la situation est très suspecte. Yeon se fige. Les 2 garçons sont tout aussi mal à l'aise. Elle fait demi-tour en marmonnant qu'elle s'est trompée de chemin. Il crie que ce n'est pas ce qu'elle croit, mais elle s'en va. Arrivé au donjon, le professeur appelle le groupe 4. Ils entrent dans le portail. Le système annonce leur arrivée et lui donne pour mission de nettoyer le donjon. Il est gêné par l'incident avec Shu Yeon, mais la frénésie est prioritaire. Wen Yeon suggère de se séparer pour explorer. En cas de problème, ils doivent communiquer par radio. Tout le monde est d'accord. Perdu dans ses pensées, le protagoniste explore le donjon. Il arrive dans un long couloir et réfléchit. L'incident du donjon concerne les groupes 4, 9 et 12. Le groupe 4 est le sien, le 9 à Isol et Soyun, et le 12 à Sion. Le groupe 9 devrait s'en sortir. Isol soigne, et l'assassin béni par la tour ne mourra pas si facilement. Il s'inquiète encore de qui pourrait le tuer. Le groupe 12 est mené par Seyon. Il souhaite bonne chance à son faux ami Yujiro. Soudain, une patte de loup apparaît devant lui. Il réagit, lève les yeux et voit 4 loups prêts à l'attaquer.
Il serre son épée et se concentre sur le présent. Le vrai problème est la personne cachée derrière lui. C'est Go Yang-woo, un explorateur et le plus jeune du groupe. Il pleure en s'excusant. Le protagoniste ne comprend pas son attitude. Les loups sont déjà morts. Il s'approche du garçon et se souvient qu'il était le plus faible. Yang-woo avait voté pour l'envoyer à la mort. Il lui demande s'il culpabilise. Yang-woo dit qu'il voulait parler plus tôt mais n'osait pas. Il s'excuse encore en pleurant et en s'essuyant le visage. Il s'effondre. Le protagoniste attend en silence, trouvant le gamin trop sensible. Il l'attrape par les épaules et lui dit d'arrêter de s'excuser. S'il devait refaire le même choix, qu'il le fasse. Ce qu'il vive est bien réel. Dans cette tour, on peut mourir à tout moment. S'il reste aussi sensible, il ne survivra pas. Pour survivre, il doit penser à lui d'abord. Le protagoniste sourit, lui ébouriffe les cheveux et lui dit de ne plus culpabiliser. Yang-woo sourit, les larmes aux yeux, et dit que le protagoniste est incroyable. Ce dernier recule, prétendant ne pas comprendre, mais il est déjà trop tard. Le garçon est sous le charme. Il est désormais surmotivé. Yang-woo pense que le protagoniste était quelqu'un d'extraordinaire avant la fin du monde. Cela le fait hésiter, des souvenirs remontent. Ayant grandi à l'orphelinat, il a dû lutter contre les préjugés pour survivre. À 20 ans, il enchaînait les petits boulots pour à peine manger. S'il est devenu spécial dans la tour, c'est grâce à cet accident avec le monstre qu'il a sauvé. Sans ça, il ne serait plus là. Qui était-il pour donner des leçons? Yang-woo l'appelle, curieux de ses pensées, mais il élude la question. Le garçon remercie Oh Young-lee. Malgré ses discours sur la survie, le protagoniste continue de risquer sa vie pour les autres. Yang-woo l'admire ouvertement et veut devenir comme lui, quelqu'un qui aide les autres. Oh Young-lee est surpris mais touché. L'important est la route à suivre. Il caresse la tête de Yang-woo. Ce dernier touche un mur de pierre. Le protagoniste demande si c'est là. Yang-woo confirme. Quelque chose semble s'en échapper. Malgré ses sens aiguisés, le protagoniste ne perçoit pas tout. Si seul un explorateur peut le remarquer, il doit agir. Il demande à Yang-woo de reculer. Il dégaine son épée et utilise sa compétence de niveau 3. Le coup frappe violemment le mur. Une réaction étrange se produit, suivie d'une seconde explosion. Le système annonce alors qu'ils sont entrés dans un labyrinthe. Ils sont aspirés dans une grotte aux pierres lumineuses. Le protagoniste réalise que ce labyrinthe n'était pas dans le roman. Il n'a jamais été mentionné, même après les nombreuses régressions du Nîmes. Une seule conclusion lui vient à l'esprit. Ce lieu n'est pas dans le roman. En avançant, il se dit que ce labyrinthe explique peut-être le donjon. Yang-woo le tire par la manche. Il voit des gens. En regardant mieux, il réalise qu'ils ne sont pas humains. Le système identifie une fée de niveau 134. Il s'appelle Jamba Jamba et ses statistiques sont incroyables. Le nain râle, accompagné de 6 autres tout aussi forts. Le protagoniste se demande ce que sont ces créatures. Jebshem lui dit d'attendre. Il ne devrait pas être là, surtout le grand, dit-il en pointant le héros. Le nain crie qu'il a changé l'histoire et lâche un énorme spoiler à Yang-woo, Jemba. Jemba veut discuter. Les 7 créatures l'encerclent, mais il ne se sent pas menacé. Ils sont minuscules. Jemba Jamba demande qui il est. Le héros se demande où il regarde et cache ses parties intimes. Il dit être un lecteur connaissant l'histoire. Un nain demande s'il est entré dans le roman, il confirme. 2 d'entre eux chuchotent, hésitant à le croire. Le protagoniste leur demande alors qui ils sont. La réponse est simple, ce sont des fées réparatrices. Ils pensent à des nains réparateurs. Ils expliquent qu'ils corrigent les incohérences des romans comme celui-ci. Jamba Jamba tente de poser, mais il n'a plus son marteau. Le héros comprend enfin qui ils sont. Il sourit, disant qu'ils doivent être occupés. Les nains fées sont émus qu'ils les reconnaissent enfin. Pour lui, ce livre est un désastre. Il admet que finir cette ordure a été une vraie épreuve. Les fées rient et disent qu'elles allaient l'enterrer ici, mais qu'elles vont juste effacer sa mémoire. Ça l'effraie. Surtout, qu'elles le disent avec un sérieux glacial. Il ne peut pas laisser faire. S'ils effacent sa mémoire, tout le travail pour trouver ce labyrinthe n'aura servi à rien. Paniqué, il crie que le vrai problème est le 3e étage du donjon frénétique, l'erreur non corrigée. La main de Jamba Jamba s'arrête net à cette évocation. Les fées exigent de savoir comment il est au courant. Même si ce roman était une ordure, il en a tiré quelques infos utiles. Avec un sourire, il dit avoir la solution. Dans le roman, Yun-nam trouvait toujours une issue, peu importe la situation. Un portail s'ouvre et ils sont expulsés du labyrinthe. Yun-nam le regarde, mais il reste là, le regard vide. Yun-nam demande ce qui ne va pas, sans réponse. Ces nains lui ont-ils fait quelque chose? Il crie son nom, mais la voix semble lointaine. Retour en arrière,
le protagoniste dit savoir comment aider les fées à réparer le donjon. Une fée admet que laisser traîner ce trou scénaristique ruinerait leur réputation. Ils acceptent de l'écouter, tout en restant prêts à effacer sa mémoire. Il suggère de fusionner les 3 donjons frénétiques via un portail. Une fée note qu'un seul donjon frénétique serait plus logique que 3 simultanés. Jamba Jamba trouve ça convaincant, mais un donjon plus grand signifie de plus grosses récompenses. Une fée craint que cela ne crée un problème insoluble. Hoi Young comprend leurs craintes. Si Eunim obtient une récompense trop grande, tout pourrait dérailler. Il serre les poings pour un dernier coup. Il demande si ça marcherait mieux s'il recevait la récompense à la place d'Eunim. Les nains débattent de l'idée. Le protagoniste sait qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Tout repose sur la chance et l'anneau de Nick. Jamba Jamba dit que le plus sûr reste d'effacer sa mémoire. Ça le laisse stupéfait. Si un figurant raflait une telle récompense, ça leur créerait encore des ennuis. Le protagoniste insiste, mais c'est fini. Jamba Jamba pose la main sur sa tête et il hurle en faisant des doigts aux fées. De retour au présent, Young-woo le gifle si fort qu'il crache du sang. Incapable de le sortir de sa torpeur, il sort un marteau de fée, inquiet. Le protagoniste se relève, meurtri, et murmure le nom de Young-woo. Le garçon est soulagé, mais le protagoniste tremble encore. Il a cru qu'il allait se prendre un coup de marteau. Ils reprennent leur exploration du donjon. Young-woo s'excuse pour les gifles. Il a cru qu'il avait perdu la mémoire et a failli utiliser le marteau. Mais ce n'était finalement pas nécessaire. Le protagoniste a eu de la chance grâce à la limite de temps de la mission. Il a convaincu la fée de ne pas effacer sa mémoire. Inutile d'effacer quelqu'un qui allait disparaître. Il remarque le marteau dans le sac de Young-woo et demande s'il appartient à Jamba. Jamba. Young-woo s'illumine et explique qu'une fée l'a fait tomber quand elles ont disparu avec le protagoniste, alors il l'a ramassé. Une fenêtre système apparaît. C'est un marteau de fée mécanique. Il peut réparer des objets et parfois les renforcer, une fois par jour. Le protagoniste est stupéfait. C'est un objet unique. Il demande alors si Young-woo a essayé de l'utiliser sur lui. En regardant le garçon, il réalise qu'il n'est pas si faible. Une mission secrète apparaît. Il doit finir le donjon discrètement pour une récompense cachée. C'est sûrement lié à son accord avec les fées. Pour éviter une erreur dans l'histoire, il doit agir dans l'ombre. S'il réussit, il obtiendra une récompense spéciale. Le sol tremble. Le système annonce qu'une énergie inconnue rend le donjon incontrôlable. Des monstres puissants apparaissent. Les 3 donjons ont fusionné. Young-woo panique. Les 3 donjons ne font plus qu'un. Il lui dit de rester calme. Il doit aller au nord-est pour trouver Yunam. Avec son pistage, il évitera les monstres. Le gamin est plus solide qu'il n'y paraît. Une fois avec Yunam, il sera en sécurité. Yun-yu demande quel est son plan. Il sourit. Ailleurs, un scorpion géant attaque et crache du venin. La frénésie a boosté les monstres. Il remercie Isole de les avoir sauvés. Sans elle, il serait mort. Elle lui ordonne de se concentrer. Le dard du scorpion est à sa gorge, puis s'arrête. Le monstre est décapité. Seol-yoon intervient. Elle leur demande s'ils veulent finir en squelette. Il court, abat des monstres et entend les tirs de Seol-yoon. Elle est là. Il a une arme, un avantage. Mais pour les autres, ces monstres sont mortels. Il doit rester discret. Il fonce. Il doit finir le donjon au plus vite. Un scorpion violet géant surgit. Il pousse un cri terrifiant et attaque. Il entre dans une grotte du donjon, attiré par une odeur toxique insoutenable. Le scorpion géant lui barre déjà la route. C'est le roi scorpion. Son venin est rapide, mais le héros esquive de justesse. Il reste tendu. Le monstre crache son venin sans arrêt, l'empêchant de s'approcher. Yunam gère, mais les autres ont besoin d'aide. Il veut gagner, mais il ne peut pas ignorer ce désastre. Il fonce à travers le venin, esquive et frappe le coup. Ce n'est pas suffisant, il doit bondir à nouveau. Une seconde plus tard, un coup latéral le projette contre le mur. L'impact est violent. Le monstre ricane. Le héros comprend une chose. Il doit s'approcher à tout prix. Il retombe et se prépare. Il a un atout, mais est-ce le moment de l'utiliser? Il ne voulait pas l'utiliser si tôt, mais il n'a plus le choix. Avant d'entrer, le professeur lui a donné une mission. Porter un seau sans en renverser une goutte. Il a accepté pour la récompense. Un bouclier parfait unique. De retour au combat, le monstre crache tout son venin, mais le héros active son bouclier parfait. C'est un objet de triche qui bloque n'importe quelle attaque. Le monstre, déstabilisé, charge avec ses pinces. Le héros prépare sa contre-attaque. Il abat son épée, tranchant le scorpion en deux avec sa technique de niveau 3. Le système annonce la défaite du boss.
Un portail s'ouvre et le héros le franchit. Il arrive dans la zone de Sobyung. Il se demande immédiatement s'il va bien. Soudain, il réalise qu'il s'inquiète pour le faux Yujiro. Ça le choque. Leur rencontre fut horrible. Il l'avait traité de déchet, pourtant, il a trouvé une place en lui. Horrifié, il se dit qu'il se trompe. C'est juste de l'inquiétude pour un ennemi, rien de plus. Il regarde devant lui, la zone est déserte, mais soudain, quelque chose attire son attention. Une forme jaillit du sol. Il part avec son épée. Une patte se pose sur la lame et saute par-dessus. La créature attaque à nouveau. C'est une taupe à cornes, son niveau est trop élevé pour être lu. D'un coup diagonal, il l'abat. C'est répugnant, mais il voit des bosses bouger sous terre derrière lui. Des taupes surgissent et l'assaillent. Elles sont rapides, il est touché de toutes parts. Oh Young note qu'elles sont petites mais vives. S'il perd sa concentration, il est fini. Encaissant les coups, il espère que Song est en vie. Les compagnons de Shang sont blessés au sol. Blessé, Shang se force à rester debout. Il charge les taupes. Su-Yun crie qu'il est le tueur de taupes ultime. Il frappe le sol, vantant ses exploits au jeu de taupes, mais So-Yun s'essouffle vite. La scène change. Une taupe repère So-Yun et se précipite sur lui par derrière. Po-Yun hurle. Ho-Byung surgit et empale la taupe. Sauvé. So-Byung regarde le faux Yujiro, qui demande ce qui arrive. Le protagoniste dit avoir réussi à passer. So-Byung en a la gorge serrée. Il veut l'enlacer, mais Oh-Byung l'arrête poliment. Il est sincèrement soulagé que So-Byung soit sain et sauf. Les autres n'ont pas eu cette chance. So-Byung s'excuse, expliquant que les taupes ont surgi de nulle part. Le protagoniste réalise qu'il ne pourra pas tous les sauver. Même s'ils n'étaient que des personnages secondaires, ils étaient réels. Il les considérait comme ses alliés. Son expression se durcit et il serre les poings. So-Byung demande ce qu'ils doivent faire. Avant que Ho-Byung ne réponde, le sol se met à trembler. So-Byung panique et demande ce qui arrive. Il lui répond. Il n'y a qu'une option. Une taupe géante surgit et les attaque. Ho-Byung part le coup. C'est le boss du donjon. Ils doivent l'abattre. Il ne bronche pas. Au contraire, il est prêt maintenant que la mission est terminée. Plus tard, un vieil homme présente des excuses publiques. Aucune récompense ne compensera les pertes, mais l'Académie fera tout son possible. Ensuite, le protagoniste marche sous la pluie avec Yunnan. Il s'excuse de ne pas avoir pu tous les sauver. Yunnan lui dit de ne pas s'en vouloir. Il a essayé maintes fois, sans jamais pouvoir empêcher l'éruption du donjon. Pourtant, il a changé les choses. Des cadets ont survécu alors qu'ils auraient tous dû mourir. La nuit tombe. Yunnan admet enfin qu'il accepte son existence. Il sourit, puis il lui tend un mouchoir en disant qu'il viendra lui demander conseil. Il s'éloigne, laissant le protagoniste avec le tissu. Cela ressemble presque à une déclaration. Il chasse cette pensée et s'essuie le visage, s'excusant en silence. Le Yunnan de demain ne sera plus lui. Ils vont bientôt quitter cette mission. Si Yunnan espère voir l'hiver à 32 ans, Hoi-Yong doit gravir la tour jusqu'au bout. Le destin de Yunnan est tracé, mais Hoi-Yong décidera de la fin. Quelqu'un l'appelle, son groupe arrive, et il réalise que ce sont peut-être eux qui écriront la fin de cette histoire. Ils veulent tous la même chose, une fin heureuse. Le système annonce que la mission du 5e étage est terminée. Un cadet se réjouit d'avoir survécu, un autre plaisante sur son âge. Le groupe célèbre, mais Hoi-Yong est le plus heureux de tous. Il vient d'obtenir une technique d'épée intermédiaire. Impossible à acheter dans la boutique, c'est une aubaine. Un simple rang et une compétence ont tout changé, alors un niveau intermédiaire est un atout majeur. Et ce n'est pas tout. L'effet lui offre une récompense pour la mission cachée, un nouveau slot de classe. Il plaisante sur le fait d'avoir 2 métiers en pleine apocalypse. Pourtant, il n'a jamais été aussi enthousiaste. Il ramasse les objets et les utilise immédiatement. Le système lui annonce sa nouvelle classe. Il espère quelque chose d'épique, comme monarque des ombres ou roi des pièces. Le nom de la classe s'affiche. Hoi-Yong est surexcité, et l'anneau qu'il a gardé après la mission commence à briller. Sa classe est dresseur de bêtes. Il déchante et hurle contre le système, sous le regard confus de Sirion. Un instant plus tard, Hoi-Yong se fige. Dresseur, ce mot lui rappelle un souvenir. Il se souvient d'un chat qui le suivait. À l'époque, il lui avait dit de partir car il ne pouvait pas s'en occuper. Le chat l'avait regardé en miaulant. Rouge de honte, il avait tenté de résister, mais le chat avait l'air encore plus triste. Rouge, il ferme les yeux et s'enfuit. En partant, il s'excuse auprès du chaton de ne pas pouvoir le garder. Il était fauché à l'époque, il n'avait pas le choix. Aujourd'hui, c'est différent.
S'il peut devenir dresseur, alors ce n'est peut-être pas si mal. Le système lui annonce un nouveau guide. Ça l'excite aussitôt. Le guide dit qu'un monstre du 7e étage peut devenir son familier, rapide et fort. Ho-Yang imagine le monstre, peut-être un loup. L'idée d'atteindre le 7e étage et d'avoir ce familier le motive. Il prend la pause, impatient. Mais il réalise vite que croire atteindre le 7e étage rapidement était une erreur. La mission du 6e étage était un combat sans fin. ICL soignait tout le monde face aux vagues de monstres. Ye Yu-Wu utilisait son sac comme arme. Les ennemis affluaient, Ho-Yang et les autres devaient se frayer un chemin. Les corps s'empilaient, même le héros semblait épuisé. Cette mission semblait vraiment interminable. Se-Young s'éclatait à faucher les monstres. Ho-Yang demande s'il n'est pas fatigué, mais Se-Young dit que non. Des occasions de farmer autant d'expérience sont rares, ça se tenait. Le 5e étage ne permettait pas de monter de niveau. Se-Young remarque que le héros est déjà niveau 5. Le problème, c'est que le niveau 5 ne changeait rien pour lui. Ses stats étaient déjà au maximum. Le système lui dit qu'il doit s'entraîner pour progresser. Les objets ne suffiront plus. Des coups de feu éclatent. Sion abat les monstres. Ses statistiques sont déjà plus élevées que les siennes. Ça l'énerve. Est-ce qu'il y a une limite pour les assassins? Sion le voit fixé et lui demande ce qu'il regarde. Elle lui demande s'il veut mourir. Ho-Yang fait un pouce levé et dit qu'il l'encourageait juste. Il trouve son attitude détestable, mais grâce à elle, la bataille est sous contrôle. Le calme revenu, il pense à son familier au 7e étage et lui demande de tenir bon. La mission du 7e étage commence enfin. C'est une zone de renforcement où chasser des monstres peut rapporter des cristaux de renforcement. Les joueurs comparent ça aux améliorations de jeu. La tour explique qu'on peut utiliser de l'or et ses cristaux pour renforcer armes et armures. La fenêtre système affiche les règles. Les joueurs peuvent circuler entre le lobby et le 7e étage pour chasser et améliorer leur équipement. 72 heures pour farmer, monter de niveau et s'équiper. Juno pense que sans condition de victoire, l'étage se terminera à la fin du chrono. Certains se réjouissent, voyant ça comme un niveau bonus. Une fille remarque un objet en boutique, augmentant le taux de drop des cristaux. Il coûte 1000 pièces d'or. Des joueurs l'achètent pour booster leur équipement avant l'étage suivant. La mission peut enfin commencer. Tout le monde fonce vers le portail. Ho-Yang remarque leur excitation. Il sait qu'ils ne se calmeront qu'une fois ruinés. Avec son anneau, c'est une récompense gratuite, mais son vrai prix est le familier du 7e étage. Il se dirige vers le portail, prêt à devenir plus fort et à récupérer son familier. À l'intérieur, la chasse aux monstres commence. Juno se plaint que les cristaux ne tombent pas assez. Tang lui répond que c'est parce qu'il n'est pas assez désespéré. Il doit chercher comme un soldat cherchant une balle perdue. Juno ne comprend pas ce qu'il veut dire. Non loin, quelqu'un tabasse un loup avec une rafale de coups. C'est Ho-Yang. Il essaie de ne pas le tuer, mais il est trop fort, même à main nue. Soudain, So-Tang crie qu'il a enfin un cristal de renforcement. Tout le monde se tourne vers lui. Il sourit, parle de chance et se vante d'être surnommé le dieu du renforcement depuis l'enfance. Le protagoniste se souvient de ses autres titres et se demande combien il en a inventé. Il interpelle le faux Ijiro. Le gars refuse de donner l'objet, mais Nupsi lui dit que ce n'est pas ce qu'il veut. Il demande à So-Chang ce qu'il va améliorer à main nue. So-Chang est dévasté et sombre dans le désespoir. Il n'a aucun équipement à améliorer. Le protagoniste lâche le pauvre chien, ce n'est pas le bon. Il est trop petit et trop faible pour être son familier. Comme il restait du temps, il a continué ses recherches. Le système indique 2 heures restantes, ils sont là depuis 70 heures. Po-Young stresse et se ronge les ongles, il n'a toujours pas trouvé son familier. Il a vu quelques options, comme un ours royal. C'était mignon, mais trop lent à monter. Il y avait aussi un loup noir, rapide, mais avec une endurance médiocre. Il s'épuisait beaucoup trop vite. Puis un chat à 2 têtes, vraiment bizarre. Il s'est tellement mordu le doigt qu'il saigne. Il se souvient alors des conseils du guide. Il aurait pu demander où trouver le familier. Au moins, il a 3 cristaux. Le voyage n'est pas inutile. Mais partir sans familier serait une perte de temps. Il entend un bruit dans les buissons et une forme attire son attention. Elle bondit, fait 3 saltos et atterrit devant Ho-Yang. Il observe le monstre, est-ce enfin le bon? 2 gants de boxe apparaissent, le système identifie un kangourou niveau 20. Il a l'air fort, mais il est vraiment moche. Pas question que ce kangourou soit son familier. Il doit en avoir le cœur net. Ho-Yung se met en garde et le monstre grogne, comme s'il le détestait déjà. Ho-Yung accepte le défi. Le Kangatu se met en garde aussi et ils se jettent l'un sur l'autre. Leurs poings s'entrechoquent dans une onde de choc.
Ils brisent leurs gardes respectives, s'arrêtant juste devant leur visage. Le Kangatu enchaîne avec un coup de marteau, mais Ho-Young l'esquive en se penchant. La bête frappe encore, mais il bondit pour éviter le coup. Le coup est lourd, cette chose est puissante. Et surtout, elle est rapide. Ses jambes sont comme des ressorts. On dirait Bellamy. Le Kangatu saute si fort qu'il fissure le sol et se retrouve instantanément face à Ho-Young. Ho-Young encaisse une rafale de coups et comprend que sa vitesse vient de ses jambes. Le monstre jubile, mais Ho-Young est déjà au-dessus de lui. Le Kangatu n'a frappé qu'une image rémanente. Il n'est ni cool, ni mignon, mais c'est bien l'animal qu'il cherchait. Il attrape le Kangatu par les oreilles et grimpe sur ses épaules. Le système annonce que Ho-Young est devenu son maître. Il tombe à genoux et s'incline. Il lui faut un nom. Bellamy serait drôle, mais Ho-Young cherche mieux. Alors que la bête reste prostrée, une idée lui vient. Kangasu, comme dans le dessin animé. Le nom lui plaît et il affiche un large sourire qui surprend Ho-Young. Il aurait dû choisir un animal plus mignon. Soudain, Kangasu se met à briller. Sa vision se trouble alors que la lumière inonde la zone. Quand il peut enfin voir, il est stupéfait. Kangatu est devenu une version minuscule et adorable, presque comme un petit lapin. C'est si mignon que Ho-Young en fond. Le temps s'écoule et la mission des 7 voleurs prend fin. Dans le hall, tout le monde fixe le sol, sous le choc ou confus. Ils regardent Kangatu boxer et se demandent si c'est un vrai kangourou. Ho-Young les salue et l'animal leur répond par un salut. Juno demande ce qu'il se passe. Il explique qu'il a obtenu une classe supplémentaire et qu'il est devenu dompteur. Juno trouve ça étrange. L'excuse semble trop faible, mais il ajoute qu'une seule classe était forcément trop peu pour quelqu'un comme Ho-Young. Tout le monde le félicite, disant que c'est bien lui tout craché. Un type comme lui devrait avoir au moins 2 classes. Il l'appelle le Tout-Puissant. Kangatu est perplexe, se demandant s'il a atterri dans une secte qui vénère son maître. Ho-Young demande si les autres ont amélioré leur équipement. La plupart ne répondent pas. Ils ont l'air misérables. Les choses ont mal tourné, ce qu'il craignait déjà en voyant leur retard. Il entend quelqu'un rire. Yeonu porte un nouveau sac à dos, identifié par le système comme un sac en cuir de haut niveau. Ho-Young se souvient de l'incident du ferry. Grâce aux infos du guide, Yeonu a pu améliorer son sac 3 fois. Il tapote la tête de Yeonu, le trouvant plus malin qu'il n'en a l'air. Même Kangatu le félicite. Soo-Yoon demande s'il n'a rien amélioré. En guise de réponse, il montre son épée et son armure. 2 objets uniques. Il pose fièrement et tout le monde l'acclame encore plus. Ho-Young savoure, tandis que Soo-Yoon tremble de rage car elle n'a aucun cristal. Il ignorait encore ce qui l'attendait. Alors qu'on le traite de tout-puissant, les torches s'éteignent. L'obscurité envahit la salle et les joueurs s'inquiètent. Une voix dit qu'ils ont l'air d'aller mieux. Ho-Young et Seyeon se tournent et reconnaissent celui qui parle. Sniffles s'approche. Il dit qu'ils ont vécu confortablement depuis son départ. Tous fixent Sniffles, tendu. Il dit avoir préparé un petit événement car il semblait s'ennuyer. Le faux Yugaro demande quelle absurdité il prépare. Des flammes rouges brillent dans les mains de Sniffles, évoquant le désir de voler les capacités d'autrui. Les joueurs sentent le danger. D'un geste, Sniffles rallume les torches avec ses flammes rouges. Il dit avoir préparé cet événement pour satisfaire ses désirs. C'était sa surprise spéciale. Sniffles écarte les bras. Derrière lui, un groupe, dont un homme moustachu, fait face à l'équipe de Ho-Young avec un sourire effrayant. Sniffles leur souhaite de bien profiter. Le système annonce la mission, tuer les joueurs des autres zones pour voler leurs capacités. Le protagoniste est horrifié. Il se doutait que le calme ne durerait pas. Il observe le groupe. Normalement, personne ne voudrait tuer. Il veut parlementer, mais Sirion lève déjà son arme. Ho-Young la regarde, l'autre équipe dégaine aussi. Il crie vers Soo-Yeon, mais elle ne l'écoute plus. Ses yeux sont fixés sur l'ennemi. Ho-Young est frustré et écœuré. Il pensait qu'elle avait encore un peu d'humanité. Puis il se souvient. C'est une tueuse. Tous sont armés sauf le MC, avec Sniffles au milieu. L'ennemi, Choi Gang-doo, crie que s'ils pointent leurs armes, c'est la guerre totale. Ils se demandent s'ils vont vraiment s'entretuer comme la tour le veut. Sniffles feint la surprise et les encourage. Tout est prêt. Sniffles s'apprête à les envoyer sur le terrain. Il espère qu'ils apprécieront. Ho-Young ouvre les yeux, allongé dans un lit. Un message système apparaît. Ceux qui ne changent pas de salle en 10 secondes mourront. C'est la panique. Ho-Young saute du lit et court aussi vite qu'il peut, alors que le compte à rebours défile. Il atteint une porte, l'ouvre prudemment et se glisse dans la salle 304 à la dernière seconde. À peine entré, quelqu'un lui souhaite la bienvenue.
Un homme moustachu est assis avec un verre d'eau et l'invite calmement à s'asseoir en l'appelant par son nom. Sandu est un commandant niveau 25, plus fort que l'assassin Chélion. Cela le rend dangereux. La règle du changement de salle est un piège pour forcer les joueurs à s'affronter, mais un détail attire l'attention. Sandu s'excuse de n'avoir que de l'eau. Hoyoung se demande pourquoi il est si calme. Savoir que le MC était le leader le met mal à l'aise. Ce n'est pas un type ordinaire. San dit qu'il ne compte pas attaquer. Si leurs équipes doivent se battre, soit, mais il veut éviter le carnage. Le protagoniste dit que son camp ne veut pas se battre non plus, même si Céline n'a pas reçu le message. Sandu dit que trop de sang a coulé. Sa voix tremble, il ne veut plus perdre ses alliés à cause des tours de la tour. Le protagoniste se souvient de sa promesse de ne plus se faire avoir. Peut-être que Sangdu est aussi une victime qui veut protéger les siens. Il demande à Hoyoung s'ils peuvent coopérer. Hoyoung accepte, mais même alliés, leurs équipes sont séparées. Comment partager le plan? En vérifiant le statut de Sandu, le protagoniste remarque une compétence qui pourrait résoudre ce problème. Sangdu a une idée. Il révèle son pouvoir, la télépathie. Si le protagoniste promet de ne pas attaquer, il préviendra son équipe. Le protagoniste est surpris qu'il révèle un tel atout à un ennemi. Il doit être sincère. Il veut bien croire que son équipe ne veut pas se battre. Le vrai problème, c'est Seo Yeon. S'il veut éviter les morts, il doit conclure ce marché. Sandu assure que son groupe est pacifique. Sans attaque, ils ne frapperont pas. Le protagoniste évoque une recrue, et Sangdu comprend vite qu'il parle de So Yeon. Il confirme ne pas pouvoir le contrôler, mais l'arrêtera s'il cause des ennuis. Sandu comprend. Il décide de lui faire confiance et envoie le message. Le protagoniste change de pièce et la trouve vide. Quel soulagement! L'accord est conclu, il ne lui reste plus qu'à trouver Seo Yen. Il affiche le plan. Après la mission du 7e étage, il a acheté une compétence aléatoire dans sa boutique de niveau 5. Sa boutique étant en avance, il a obtenu la mini-carte. Elle permet de localiser les joueurs aux alentours. C'est une compétence presque déloyale. La mission se déroule dans un hôtel de 5 étages. Tout le monde semble en sécurité. Il cherche So-yeon et le trouve dans la chambre 505. Soudain, il entend quelque chose qui le glace. Il se retourne et vérifie la carte. Le point rouge de So-yeon a disparu. Le système ordonne à tous de changer de pièce en 10 secondes. Le protagoniste court vers le 4e étage. Avant la fin du chrono, il ouvre la porte de la 401. Un allié de Sandu gît au sol, mort. Une rage folle s'empare du protagoniste. Il se rue sur So-yeon, l'empoigne et l'insulte. Hoyoung exige de savoir ce qu'il a fait après tant d'efforts pour négocier avec Sangdu. Sangdu a l'air perdu et prétend que l'autre a attaqué en premier. Le protagoniste ne le croit pas et ne le lâche pas. Le système révèle que les assassins voient le nombre de victimes. Il réalise que c'est une compétence, mais pourquoi maintenant? Il se souvient de Chengdu et de son attitude face à l'ennemi. Xiao Bei-yan jurait qu'il dit vrai et demande s'il ne lui fait pas confiance. Il lâche Xiao Bei. Il comprend qu'il a dû voir le compteur de Sangdu avant la mission. Tout devient clair. Sangdu apparaît, un verre à la main, trouvant amusant de se recroiser. Il l'invite à entrer pour discuter. Le protagoniste demande si c'est un hasard. Sandu dégaine son épée, disant qu'il connaît la vérité et doit arrêter de jouer la comédie. Il le traite d'assassin, ce qui capte son attention. Sandu sourit sous sa moustache et rit doucement, laissant le protagoniste perplexe. Il tire la langue avec un sourire fou, jugeant sa compétence intéressante, et tombe le masque. Furieux, le protagoniste demande pourquoi il a fait tuer les siens. S'il est si cupide, pourquoi ne pas tout prendre? Sandu lance son verre et dit que renforcer son armée, c'est se renforcer lui-même. Il tranche le verre. Les alliés attaquent par derrière. Le commandant charge avec sa hache en criant qu'il est seul. Il croit vraiment pouvoir battre toute l'armée? La hache s'abat avec fracas dans un grand boom. Une détonation secoue la pièce. Le protagoniste dit que c'est dommage. La poussière retombe. Sangdu est confus. Chengdu est là, fumant, une hache à la main. Le protagoniste bloque les 3 autres hommes et fait face au commandant. Avec Kangdu, ils se mettent en garde. Il n'est pas seul. Le commandant demande ce qu'est cette chose, stupéfait. Il traite Kangaso de monstre, ce qui le met instantanément en rage. Le protagoniste admet qu'il n'a pas tort, ce qui choque Kangaso. Le commandant trouve le protagoniste de plus en plus intéressant. À 2, la victoire semblait impossible. Mais le protagoniste assure que ce sera facile et il charge avec Kangaso. D'un coup, il frappe un homme au ventre. Il veut éliminer les plus faibles en premier. Un lancier attaque, mais le protagoniste
l'esquive, alors qu'une queue bloque l'homme. Il l'envoie valser contre le mur et l'assomme. Il félicite Kongaso, qui sourit. Un autre fonce sur lui, mais Kongaso le voit venir et l'écrase violemment au visage. L'homme est projeté et perd connaissance. Kongaso dit que ses mouvements étaient bien trop prévisibles. Le protagoniste demande au commandant ce qu'il va faire maintenant. L'homme tremble, stupéfait, mais il ne comprend pas pourquoi il les a épargnés. Les hommes se relèvent. Chengdu affiche un sourire tordu et dit que le protagoniste est trop tendre. Les trois attaquent ensemble et touchent leur cible. Le commandant demande s'il pense vraiment survivre à la tour avec cet état d'esprit. Chengdu intervient et frappe le protagoniste. Leur affrontement est si violent que les murs et les meubles volent en éclats. Le protagoniste demande si Kan Corso va bien. Ouyang se demande comment ils ont gagné en puissance sans aucune compétence de soin. Il comprend enfin que ce bâtard a brûlé la force vitale de son allié pour forcer son éveil. Blessé, il presse sa plaie au torse. L'homme confirme avec un sourire. Leurs statistiques ont doublé dans cet état. Il demande ce qu'il en pense alors que les hommes le cernent. Il répond qu'ils mourront si Sangdu draine leur force vitale. Traiter ses alliés comme des outils lui enlève tout droit de les protéger. Sangdu lui dit de ne pas le regarder ainsi. Au fond, sa vie compte plus que tout. Il charge en disant qu'il a lui aussi du sang sur les mains. Ouyang bloque et repousse Sangdu. Il admet qu'il a raison. Il n'est pas un saint, mais s'il peut sauver ne serait-ce qu'une vie, il le fera. C'est le chemin d'un vrai humain. Il ne veut pas les tuer, mais s'il les épargne, ses alliés seront en danger. Il s'endurcit et libère une aura bleue. L'homme se fige, sentant que le protagoniste a changé. Il active ses sens et la lumière bleue s'étend. Les trois attaques arrivent, mais Ouyang reste calme. D'un mouvement fulgurant, il esquive et surgit derrière eux. Il frappe Sangdu, qui hurle de panique en voyant le coup tomber. L'entaille lui traverse le torse, le sang jaillit, sa hache tombe en morceaux au sol. Un rire retentit. Sangdu tombe à genoux, maudissant sa malchance. Il ne pensait pas croiser un tel monstre hors d'une mission. Pour lui, ses compagnons n'étaient que des pions jetables. En tombant, il réalise son erreur. Kongaso pousse un cri de victoire. Le protagoniste se contente de regarder en arrière. Le système indique qu'Ouyang a absorbé les capacités de son ennemi. La plupart des gens du secteur C1520 sont sains et saufs. Mission accomplie, il rentre au lobby. Junho demande si tout le monde est là. Sechan avoue avoir eu très peur. Junho a eu chaud car son ennemi a disparu. Le héros se dit que tout le monde a survécu une fois de plus. Il remarque alors So-young seul sur les marches. Il s'approche d'elle. Arrivé près d'elle, Ho-young s'excuse de l'avoir mal jugée. So-young lui dit de ne pas se méprendre. Elle ne l'a pas fait pour eux. Il lui demande d'être honnête, mais ça l'agace. Elle lui dit de partir, alors il s'éloigne. Ils iraient bien ensemble, mais je préfère les types froids. En partant, le héros se demande pourquoi elle est devenue tueuse. Elle ne semble pas mauvaise. Le haut-parleur annonce soudain que la mission est terminée. La mission du 8e étage arrive. Junho se plaint déjà de devoir enchaîner aussi vite. Ho-young sent que le plus dur reste à venir. Après ce combat, ses statistiques augmentent un peu. Il gagne 5 en agilité et 3 en force. Mais un combat peut basculer en un instant. Il se souvient de ses paroles sur le sauvetage. S'il était faible, elle ne voudrait rien dire. Il n'a pas encore le droit de les prononcer. Pour l'instant, il doit juste devenir plus fort. La mission du 8e étage est un test de requalification. Tout le monde se rassemble pour écouter les consignes. Oh est devant, son épée prête pour le prochain combat. Il y a beaucoup de monde en plus de son groupe. Young-ho demande confirmation et le héros acquiesce. Ce sont tous des gladiateurs. En plus, Ho-young repère quelques individus vraiment puissants. Une fenêtre apparaît, chacun sort ses armes. Une silhouette surgit et quelqu'un se demande si elle renifle.